Il m'a dit écoute, ça s'explique pas. Il m'a dit j'ai vu que t'avais le feu en toi et que t'as passé ton temps à pisser sur les flammes. Il dit moi je suis là pour souffler sur les braises. Et là j'apprends que mon meilleur pote, mon frère, vient de décéder quoi. 33 ans. Parce qu'aujourd'hui j'ai fait confiance à quelqu'un qui aimait beaucoup de formes, beaucoup de beaux papiers cadeaux autour de sa personne. Et en fait le carton était vide, c'est limite il y avait un cadavre dedans en fait. Et je l'ai mise dehors quoi. Ah ouais? C'est radical mais je suis bien avec ça, y a pas de souci. Bah au moins t'es en paix avec toi-même et les décisions que tu prends. Et puis je sais très bien que je me mets pas dans un bourbier quoi. J'ai du respect pour les gens qui arrivent à se suicider en fait. Pour moi c'est pas une preuve de lâcheté, beaucoup disent c'est de la lâcheté mais non. 0,00001. Il y a quasiment personne qui a cette anomalie génétique. Allez. Salut Cyril. Salut Mélanie. Ça va? Bah franchement, là on est bien posé. Le cadre il est top. Les petites cheminées, le bois qui crépite, j'adore. Non, et l'ambiance, c'est ce côté chaleureux. Ouais, je vois. Voilà, là on est pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, pour le thème de la vidéo et des futures vidéos, on est vraiment au top. Au top. Bienvenue sur ta chaîne. C'est ça. Parce que là on est sur ta chaîne du coup. Toi tu vas nous parler un peu de ton projet, ta vie, ce que tu es en train de monter, qui tu es. Et en fait on veut tous en apprendre plus sur toi. Ouais. Du coup, je peux déjà commencer par remercier alors Bruno Recchia, qui est aujourd'hui le cadreur et monteur de cette vidéo de la société Recchia Record. On remercie aussi Camille et Simon Lecomte, qui sont les personnes qui nous louent le lieu avec cette magnifique bibliothèque. On a longtemps cherché un lieu pour tourner ces vidéos. Je savais que j'avais ça dans un coin de ma tête. Et j'ai toujours dit, mais c'est là, je sais pas. Et en fait, après c'est devenu comme une évidence. J'ai pensé tout de suite à Simon et Camille et à ce lieu juste magnifique. Donc du coup... Et quand t'es venu là, il n'y avait plus de doute. Ben non. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'ils nous donnent de la force. Ils nous permettent de venir là aujourd'hui pour le faire. Donc non, c'est vraiment cool. Mais ça va un peu dans la vision du coup de ce que t'es en train d'entreprendre aussi. Donner, rendre. C'est dans le don. C'est ça, exactement. Dans le don. On m'a beaucoup donné ces derniers temps. Je vais rentrer dans les détails au fur et à mesure de la vidéo. Mais donc voilà, franchement, le mindset est là. Tout est posé. Tout se déroule bien. Donc là, tu te sens bien, tu es encadré par un truc qui te correspond mieux. Ouais, c'est beaucoup de préparation. Hein. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est dans les tuyaux depuis un certain temps. On a beaucoup réfléchi. Bon, là, je me mets en avant, mais je vous expliquerai par la suite que je suis pas tout seul derrière tout ça. Et c'est vrai qu'elle a été mûrie pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un aboutissement. J'ai envie de te dire que c'est grâce à cette vidéo que je clôture réellement un chapitre et que l'autre s'ouvre. Il y a eu beaucoup de bruit, de couloirs, de choses comme ça. Les gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Là, on va en savoir un peu plus. Ouais. Ça va être centré sur mon parcours. Comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'en suis arrivé là. Et on va ouvrir sur le futur. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu la page du nouveau livre de ta nouvelle vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a, comme toute histoire, il y a un début, un milieu, une fin. Donc là, c'est la fin... D'un chapitre. D'un chapitre. Même, on pourrait dire d'une tome. Parce que finalement, hein, j'ai 46 ans. Donc, un chapitre de 46 ans, non. Ouais, c'est déjà un sacré chapitre. Ouais, voilà, on va dire que nous, notre histoire, elle s'écrit en plusieurs tomes. Là, c'est la fin de la première tome. Okay. On fait le bilan, on fait un petit résumé qu'on faisait à l'école. Et puis, ça va ouvrir sur la deuxième tome et toutes les autres derrière. Donc, c'est cool. Ok, je te propose qu'on ouvre cette première page blanche, du coup, et que tu nous parles de toi, de qui tu es et d'où tu viens. Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est d'expliquer, c'est pas du voyeurisme, c'est pas de la mise en avant, je suis pas là pour... mais c'est vraiment expliquer mon parcours, parce qu'on veut donner envie aux gens de se révéler à eux-mêmes, et que malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, il y a toujours une solution. La solution, on l'a tous en nous. Il suffit juste d'aller la chercher. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu mon parcours, tout ce que j'ai vécu de beau, tout ce que j'ai vécu de moins beau, et ce qui amène à ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est vraiment le but. Donc là, tu vas pas nous vendre du rêve, tu vas nous parler avec sincérité de qui t'es et par où t'es passé pour en arriver aujourd'hui à ce que t'es. En fait, le rêve, c'est quelque chose c'est un mot qui est galvaudé, en fait. Aujourd'hui, j'ai plus de rêve. J'ai que des objectifs. Ah, c'est beau ça. En fait, quand tu as des rêves, c'est que t'es bloqué dans une réalité et que t'as envie de t'échapper de quelque chose. Aujourd'hui, ça y est, je me suis échappé de ça. Donc maintenant, j'ai que des objectifs. Okay. Et c'est un peu ce que je reproche à la société. Après, j'en veux à personne, hein, mais c'est ça, c'est de nous maintenir dans un socle, quelque chose de cloisonné. On nous répète tout le temps la même chose, on stimule les angoisses, on nous fait gober tout et n'importe quoi. On te laisse pas trop t'évader, c'est vrai que c'est mieux, ça convient mieux à la société si tu restes bien dans tes petites cloisons, quoi. Ben oui, parce que la meilleure façon de s'évader aujourd'hui, c'est quoi? C'est la drogue, l'alcool,
regarder de la merde à la télé. Ça, c'est... C'est la façon la moins coûteuse. Bah ouais, la moins coûteuse, je sais pas. En tout cas, d'un point de vue santé, on se rend compte que à terme, ça a quand même une importance. On se rend pas compte quand on est jeune. On profite, on vit le truc. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on prend un peu d'âge, bah, tout a des conséquences. Donc là, tu vas un petit peu en fait nous proposer des petits conseils de daron presque. C'est un peu ça. Après, j'ai pas de conseils à donner à personne. Non, pas je des vais conseils, faire profiter de mon expérience de vie. Ok. Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre dans ce que je vais dire. Non, mais pour des jeunes gens comme moi, j'ai 30 ans, tu vois, je trouve que c'est cool aussi d'avoir... parce qu'on a un peu tendance à se dire que les personnes ont 15 ans de plus que nous, ils n'ont pas ce recul qu'on a sur la vie. Et toi, tu as percé ce mystère un peu, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est super cool d'échanger à ce sujet. Il y a de la résonance, tu sais, quand il y a les anciens qui me donnaient des conseils, puis que tu dis, oh, tu sais, le vieux con. Mais on se le dit tout. Mais de ouf. Tu sais, c'est quelque chose qu'on se dit, ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Ouais, aujourd'hui, ça résonne. Ça a beaucoup plus de résonance aujourd'hui à mon âge que ça en avait quand j'étais jeune. T'as des conseils que t'as entendus quand t'étais enfant où tu comprenais pas le sens et aujourd'hui? Bah oui. Révélation. C'est juste une question d'expérience. En fait, tu vas mettre en lien ce que tu as entendu, ce qu'on te dit, ce que tu as entendu avec ce que tu vis. Donc forcément, quand tu es jeune, tu es dans l'insouciance, c'est que du kiff en fait. Ouais. Pour la majorité des gens, c'est pas... Voilà, mais... donc ouais, forcément, quand on te dit fais attention, nanani, nanana, bah... Et c'est souvent ça aussi qui te cloisonne. C'est là le parallèle. Ok. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas de conseils à donner aux gens. Je veux juste que les gens aient envie de prendre conscience qu'ils sont capables. À n'importe quel âge. L'âge, en fait, comme dirait notre ami Kylian, moi, on me parle pas d'âge. Parce que si finalement, je devais me dire aujourd'hui, tu vas entreprendre des choses à 46 ans, mais mec, et justement, c'est là que c'est magique. Donc toi, tu dirais que c'est jamais trop tard pour se réveiller? Bah non, il n'y a pas de moment. On dit toujours investir, c'est le meilleur moment, c'était hier. Mais en fait, oui, effectivement, c'était hier. Mais aujourd'hui, tu peux le faire aussi. Et nous, on va accompagner justement les gens à s'accomplir déjà. Ok. Donc du coup, on vit pas dans le passé, mais on se sert des erreurs du passé pour construire un... Des erreurs. Ouais, j'ai souvent réagi comme ça en me disant c'était des erreurs. Non, c'était une expérience. Des difficultés, mais pas des loupés. Ouais. Sincèrement, et je pense que de ce côté-là, j'ai... T'as eu ton lot, t'as tes casseroles. Ouais, j'ai bien ramassé, mais en fait, ça fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc c'est top. Tu serais pas le même sans. Bah non, carrément pas. Je serais comme tout le monde, finalement. Ok. Bon, t'es à l'aise? Ouais, ça y est, moi, c'est nickel. Ok. Eh ben, parle-nous de toi, on veut tout savoir. Alors ouais, bon, voilà, j'ai 46 ans. Pour en venir un petit peu à la genèse du truc, j'ai eu une enfance heureuse. Grandi dans un petit quartier de Bourgogne. Trop bien. Les meilleures années de ma vie pour moi. Parce que la vie de quartier, c'est juste... c'est magnifique, quoi. Enfin, moi, j'en tire que du bon de ça. C'est parce que là, t'es vraiment dans le partage. T'es jamais tout seul. Tu vis des choses... quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. C'est plus tard, toujours pareil. Avec l'expérience, tu te rends compte que t'as vécu avec différentes nationalités, des religions différentes. Et en fait, quand t'es gamin, tu le vis simplement. Tu juges pas, tu le vis. Et vraiment insouciant parce que j'ai toujours été... je voulais quelque chose, j'allais le chercher. Et j'ai jamais eu de frein dans ma vie. Ok. Ouais, c'était complètement fou, quoi. Quand j'avais envie de quelque chose, j'allais le chercher, je me posais pas de questions, j'arrivais à l'avoir. Et déjà, cette enfance-là, du coup, elle t'a un peu ouvert au monde, d'être dans le partage. Ouais, puis je suis curieux de nature. Aussi, ça aide. Bah oui, forcément, ça aide. Donc voilà, j'ai vraiment une enfance nickel, avec des parents merveilleux. Trop bien. Ouais, franchement. C'est déjà pas le cas de tout le monde, alors c'est déjà une grande chance. Non. Ça fait des fondations solides. Ouais, j'ai des parents qui m'ont permis de tout faire en me surveillant, mais qui m'ont permis de tout faire, qui m'ont appris à assumer ce que je faisais. Tu te sentais libre quand t'étais enfant? Ouais, carrément. En fait, j'avais toujours cette conscience de me dire, il faut pas que je blesse mes parents, mais je suis libre de faire ce que je veux. Donc quand je sentais que j'allais blesser mes parents, je me fixais mes limites moi-même, mes propres limites. Donc j'ai fait beaucoup de conneries. Pas se cacher, voilà, mais des conneries de gamin. Et il y a des fois, je me dis, oh, là, si jamais tes parents, ils apprennent ça, ça va pas être cool. Donc voilà, je m'arrêtais. Ou alors, quand j'avais été trop loin, j'attendais pas qu'on vienne leur rapporter ce que j'avais fait, j'allais leur dire moi-même. T'assumais, quoi. Ouais, je préférais me prendre une rouste? Ouais, une bonne rouste, parce que justement, j'avais fait des conneries, mais je les avais assumées plutôt que les conneries viennent à leurs oreilles avant que je leur en parle, parce qu'alors, ils auraient pas accepté. Ouais. Le mensonge, pour eux, c'est quelque chose qui avait pas de résonance et ça l'a pas pour moi non plus aujourd'hui, quoi. T'as évolué là-dedans? Dans le mensonge, c'est... Non, c'est pas possible. Ok. En fait, je m'en rends compte aujourd'hui, mais que moi, mes parents ne m'ont jamais menti sur rien, en fait.
Je les ai jamais vus se mentir non plus. Ok. Donc forcément, moi, dès que tu vas me mentir, ça me paraît pas normal. Je prends ça comme une trahison, ça me touche. Ouais, ok. Ouais, du coup, tu grandis dans le véritable, quoi. Ouais, ouais. T'évolues. Ouais, j'ai une belle enfance, plein d'expériences. Et puis après, par la suite, j'ai grandi, changé. Je suis parti du quartier, allé vivre dans un autre, plus restreint. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer la mère de mes enfants. On était tout jeunes à l'époque. Et j'avais dit, le jour de ses 17 ans, j'irai la chercher, tel le prince charmant, et je la sortirai. Oh non. Ah ouais. Oh, c'est trop mignon, par contre. Ok, donc tout jeune, 17 ans, et tu joues le Roméo. Moi, j'en avais 19, cheval, elle en avait 17. Le jour de ses 17 ans, elle avait quelqu'un à l'époque. J'ai toqué à la porte, j'ai mis tout le monde dehors et j'ai dit, ça y est. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est cool. Encore une tu fois, fais pas les choses à moitié, toi? En fait, comme je te dis, tout ce que je voulais, pour moi, j'avais pas de limite, j'allais le chercher, je l'avais. Bon, après, elle était aussi, il y avait le feeling qui était là, parce qu'elle aurait pu me mettre un coup de pied au cul en me disant, écoute, garçon, t'es bien gentil, mais t'es pas le seul au monde, tu vois. Ah. Et puis ça s'est construit comme ça. Je suis tombé amoureux avec le temps. Ça a été rapide, mais avec le temps. Ça n'a pas été une relation coup de foudre. Ouais. Mais tu t'es laissé le temps de découvrir les sentiments que t'avais et tout? Ouais. J'étais assez coureur à l'époque. J'ai jamais trahi personne, hein, mais j'avais la chance de pouvoir... j'en ai profité, donc... et elle, je sentais qu'il y avait... pour moi, c'était la femme parfaite. Ok. Elle représentait un petit peu l'image que moi, j'avais quelque part de ma mère. Parce que malgré tout, tu reproduis le schéma que tu as eu chez toi. Hein. C'est sûr. Donc, non, sincèrement, et puis on a construit des choses magnifiques, quoi. Ouais, vraiment, c'était cool. Donc, pendant la première année, on s'est découvert en tant que couple, et puis on a découvert l'amour, tout simplement. Ouais. Il y a eu des hauts, des bas, des séparations, des choses comme ça. Et puis moi, donc, pendant cette période-là, j'ai passé mon bac, que j'ai eu. Je suis même pas allé voir les résultats. J'étais vraiment en mode, je m'en fous, quoi. Ouais. Tu savais que tu l'avais ou... Non. Ah ouais, tu t'en foutais. Ma mère me dit, mais va voir les résultats. Mais à quoi bon? Envie. Ouais, j'avais pas envie. Et c'est des copines à moi qui sont venues me chercher justement pour aller voir les résultats. Ma mère a ouvert la porte. Elle leur a posé la question. Elle savait avant moi que j'avais le bac, quoi, en fait. Bah ouais. Parce que moi, j'étais persuadé que j'allais l'avoir. J'ai rien révisé, mais vraiment, tout à l'arrache. Ah oui, à l'école, t'étais pas le cerveau de la classe? Non, je m'en foutais. Ah ouais? Non. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir des capacités qui me permettaient d'atteindre la moyenne. De réussir sans exceller, mais je m'en foutais, moi, en fait. Okay. Moi, je pouvais très bien être en cours d'anglais, me poser au fond de la classe avec mes écouteurs, écouter de la musique. Donc, sans produire beaucoup d'efforts, t'arrivais à te dégager des notes correctes, quoi? J'avais de la chance. Ouais. Non, sincèrement, j'en avais conscience de ça. Ouais, non, mais c'est bien. Donc, après, j'ai annoncé à tout le monde que j'allais faire un BTS force de vente en alternance. Et là, t'avais mes profs de l'époque qui me disaient « Mais Cyril, t'as déjà du mal dans le cursus classique et tout. » Pareil, j'ai rien à faire. Ah ouais, t'as foncé tête baissée, même si... Je suis allé postuler à un endroit où on m'a dit « Mais Cyril, là-bas, ils prendront jamais. Je suis allé bosser dans une agence immobilière, une des plus importantes de Beaune. Je me souviens être rentré dans le bureau de mon patron de l'époque. Il m'avait reçu par politesse. Ah, parce que t'avais trop forcé? Non, c'est pas moi qui avais forcé. J'avais eu la chance d'avoir un maître de stage, enfin quelqu'un qui s'occupait de nous à l'époque, qui avait fait un peu de forcing pour moi. Et après, c'était à moi de jouer, en fait. Moi, je suis arrivé, costume, machin. Ouais, mais tu t'es pas laissé abattre, quoi. T'as tout donné. Bon, non, je suis allé, encore une fois, insouciant, vraiment. Et l'entretien s'est super bien passé. Je dis, c'est cool, je suis reparti et tout. Je suis arrivé chez moi. Ma mère me dit, c'est bien passé. Je dis, ouais, écoute, c'était un vendredi. Je dis, il va me rappeler début de semaine pour me dire si. Mais je dis, bon, à la base, ils prennent pas de contrat de qualif. Donc, puis je vois un sourire sur le visage de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il vient d'appeler, en fait, il vient de m'appeler. Et elle a eu la réponse avant toi? Ouais, parce qu'en fait, il a pris le téléphone pour lui dire, écoutez, je tiens à vous féliciter parce que vous avez un enfant, votre fils, et voilà. Oh, quel beau cadeau pour une maman, par contre. Ouais, mais grave. Franchement, de dingue. Ouais, et puis à cette époque-là, mes parents se faisaient des soucis pour moi parce qu'ils disaient, mais putain, tu révises pas pour ton bac, t'as ton bac. Et en fait, tout s'enclenchait, donc là, c'est dit, merde. Ouais, ok. Puis du coup, je suis rentré dans cette agence immobilière et tout de suite, j'ai kiffé. J'ai pris mon pied, j'ai défendu cette boîte comme si c'était la mienne. Ah ouais? Mais de façon naturelle, quoi. Et tu faisais quoi, du coup? Moi, j'étais en BTS force de vente et je m'occupais de tout ce qui était service location. Et en plus de ça, comme je m'entendais bien
avec les négos qui étaient là-bas, je les accompagnais, ils m'ont expliqué plein de choses. Et, j'en ai plus appris sur moi-même. J'ai pris encore plus confiance en moi, en mes capacités. Parce que je rencontrais, je partais faire des visites avec des chefs d'entreprise. À l'époque, j'avais 19-20 ans. Et je me souviens qu'un jour, il y en a un qui était on fait les visites, tout, puis dans le trajet, il détache sa ceinture, et tout le trajet, il me regardait, je lui parlais, il me regardait comme ça dans la voiture. Puis il m'a dit, je sais pas, ce mec-là, il doit avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais quoi, il me dit, toi, t'iras loin, toi. Ah ouais. Ah, tu sais, t'es là, tu te dis, oh, c'est cool. Grave. Ouais, tu dois te sentir un peu frais. Ouais, c'est toutes ces choses-là, en fait, ça m'a marqué, c'était que des bons souvenirs. Et puis bon, après, j'ai eu un accident de la route. Ah, j'allais dire, t'as eu les bonnes expériences, est-ce que t'en as eu des mauvaises, du coup, ouais. Ouais, un soir, en rentrant, j'ai eu un accident de la route. Ça m'a marqué psychologiquement, parce qu'il y a eu un mort dans cet accident, et voilà, cette sensation qu'une main, en 2 secondes, tu vois, qui te prend par la peau du cou, tu vois. Tu te dis, t'as kiffé ta vie jusqu'à maintenant, tiens, je t'en balance dans une autre, quoi. Je te balance dans une autre. Ah ouais. Là, tu te rends compte qu'en fait, t'es rien, quoi. Rien. Et là, j'ai perdu toute l'insouciance que j'avais. Toute l'énergie et toute l'insouciance que j'avais, là, boum. Tu dis, là, je rentre dans le monde adulte, là. Du coup, du haut de tes 19 ans ? Ouais, 19-20 ans à l'époque, ouais. Ah ouais. Oui, donc là, ça t'a un peu changé, ça t'a bousculé, quoi. Ouais, ça a été compliqué, parce que j'ai dû faire des choix, j'ai dû arrêter mon BTS. Ça a été un changement majeur dans ta construction, cet accident ? Oui, ça a tout changé. En fait, j'avais des objectifs, déjà d'avoir mon BTS et puis de continuer dans l'immobilier. Mon patron de l'époque avait des projets aussi pour moi, donc franchement, tout se passait super bien. Tout s'annonçait bien, et là, du jour au lendemain, voilà. À l'époque, on était séparés avec la mère de mes enfants. Et il s'est passé certaines choses, t'es obligé de te remettre en question, de plus bosser, plus rien. Du jour au lendemain, tu deviens plus rien, en fait. Ah ouais. Tu fais face à toi-même. Donc là, tu étais seule, tu t'es retrouvée sans boulot parce que du coup, tu as été obligée de quitter à cause de cet accident, c'est ça ? Ouais. Et peu de temps après, donc du coup, je me suis remis avec la mère de mes enfants. Et elle, pareil, pour ses études, elle est partie sur Châlons. Donc j'ai dit, tu sais quoi, allez, let's go, on va à Châlons. Donc j'ai ouvert, je me souviens, ce matin-là, un samedi matin, j'ai ouvert le journal, j'ai vu une annonce pour un boulot, on va dire, classique. Je me retrouve à faire l'ouverture du magasin Bricoman à Châlons, à l'époque. Ah oui. Un truc qui n'était pas du tout dans mon milieu. Bah oui, effectivement. Ouais. Là, déjà, je me dis, bon, écoute, d'autres projets. De vendre des maisons, t'es passé à réparer des maisons, quoi. Bricoman. Ouais, c'est vraiment, pareil, une expérience. Hein. Je suis resté là-bas peut-être une année, je crois. De là, j'ai eu des opportunités pour partir chez un négoce. On restait toujours dans le même milieu de la construction, mais là, chez un négoce, un endroit un peu plus sérieux, on va dire. Puis de gagner un peu plus aussi, parce que quand tu te construis... Donc voilà, je suis parti bosser là-bas, et ma conjointe, pour Mélinda, pour pas la nommer, on apprend qu'elle est enceinte, donc là, ouais, forcément, c'est cool. C'était arrivé au bon moment ? Ouais. Il y avait... Est-ce qu'il y a de bons moments ou de mauvais moments ? Mais en tout cas, c'était pas un moment qui nous dérangeait. Ouais, vous étiez prêts et vous étiez content d'accueillir grave. Un petit bout, quoi. Donc on a déménagé, on a pris un appart à l'époque. On avait pour but d'acheter une maison, mais on s'est dit on va se prendre un appart avec un bon loyer, histoire de voir si on arrive à assumer un remboursement de crédit. Elle et moi, on est assez réfléchis, donc voilà. Et puis voilà, l'UNIS est arrivé. Et là, c'était une nouvelle vie qui commençait. Ah ouais, la vie à 3 ? Ouais, la vie à 3. Puis surtout une vie qui a commencé par un constat par le pédiatre qui nous dit votre fils, ce serait bien que vous alliez à Dijon pousser un petit peu des examens et tout, machin. Pourquoi il nous dit ça ? Ah ouais, bizarre. On avait ressenti des choses, nous, hein, mais en tant que parents, on se voile un peu la face. Ouais, puis t'es pas professionnel, quoi. Voilà, et du coup, il s'est avéré que mon fils avait quelques soucis à l'époque d'acquisition et de motricité, et de machin. Donc on a poussé les examens avec le centre génétique de Dijon, une équipe qui était super d'ailleurs.
Et là, il s'est avéré que mon fils, bon, ça a duré un certain temps. Au moment où on arrive à l'hôpital et qu'on a un premier diagnostic, il se passe peut-être un an et demi. Ah oui, t'as une petite errance médicale quand même qui traîne, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a été invité avec la maman de mes enfants à une conférence entre chercheurs et médecins sur Dijon où justement on est venu témoigner de l'errance. De l'errance médicale, en fait. La période que nous, en tant que parents, on peut traverser quand on ne sait pas, en fait. Donc là, ce jour-là, ouais, on était devant, tous les deux sur scène, devant un parterre de professionnels. Ça doit être impressionnant, par contre. Ouais, bah, elle et moi, on est arrivés, mais on n'avait rien préparé. Non. Bah non, on vient parler de notre vécu, on n'a pas besoin de préparer les choses, on n'est pas là pour mentir. Oui, c'est vrai. On a fini notre discours tous les deux, on prenait la parole à tour de rôle, on a fini, les gens se sont levés, ils nous ont applaudi. Ok, ouais, mais du coup, vous avez déjà eu pas mal d'étapes qui vous ont soudé fort. Enfin, il y a eu des séparations, la peur du travail, l'accident. Ouais, c'est rigolo que tu dis ça. La naissance d'un enfant, une errance médicale, enfin, tu vas nous apprendre... L'errance du diagnostic, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'ils avaient intitulé le thème de la conférence. Et quand on est descendu de scène, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui nous a dit, la première personne qui est venue nous parler, il nous a dit, mais en tout cas bravo, parce que tous les deux vous puez l'amour, en fait. Oh, et donc, ouais, bah, ça nous a soudés sur le moment. Après, sur le long terme, c'était un peu plus compliqué, mais oui, ça nous a soudés. Parce que si jamais on n'avait pas été fort moralement et mentalement, on se serait complètement liquéfié, quoi. Ouais. Parce que du coup, après un an d'errance, qu'est-ce que tu as appris? Alors, il s'avère que mon fils a une anomalie génétique. Sa maman et moi, nous avons cette anomalie génétique dans notre ADN, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de très très rare. Ah d'accord. Voilà. Donc pour trouver un traitement adapté. Ben, il n'y a pas de traitement en fait. Ah. En fait, si tu veux, pour prendre un exemple, la mucoviscidose. C'est la mucoviscidose. Non. Je te prends un exemple. Par rapport à une anomalie génétique. Tu as 0,25% de chance d'être porteur sain de la mucoviscidose. Okay. Si on peut appeler ça une chance, mais c'est pour imager. Oui. Et après, donc forcément, tu vas rencontrer quelqu'un qui peut être aussi porteuse saine de ça. Et si tu as un enfant, nous, en termes de pourcentage, c'était 0,00001. Enfin, voilà. Ah, il y a quasiment personne qui a cette anomalie génétique. D'accord. Donc ton fils, ils sont combien de cas dans le monde ? Lui, ça a été le premier petit garçon au monde. Waouh. Aujourd'hui, je peux pas te dire combien ils sont, mais à l'époque où on a commencé les examens et qu'on a commencé à répertorier tous les cas, ils étaient 4 dans le monde. Et mon fils était le seul petit garçon. Et ce qui est de fou, c'est que Mélinda et moi, on habitait un en face de l'autre. Parce que voilà, la maison des parents était là, la sienne était juste en face. Tu vois, c'est... Ouais. Donc il y a pas de hasard dans la vie. Ça, non, hasard, grave. Grave. Alors on aurait très bien pu avoir 5 enfants ensemble sans qu'on se rende compte de rien. Oui, le premier, ça a été comme ça. Donc, donc voilà, une sacrée épreuve de la vie. Et là, du coup, votre quotidien, il a été forcément chamboulé par l'arrivée d'un enfant, mais en plus, un enfant, du coup, on peut dire qu'il est en situation de handicap ? Ah oui, à 80%. Oui. Ok. Et là, la vie, c'est un autre tournant, quoi, qui se prend. Ouais, parce que tu te rends compte que déjà, l'amour, il change pas. Et je dirais même qu'il est décuplé, parce que tu vois les choses différemment. D'évoluer dans le monde du handicap, c'est quelque chose qui te forge. Mais tu te rends compte qu'en France, on n'est pas du tout aidé pour ça. C'est une catastrophe. Bah, c'est vrai, ouais. Donc, tu es obligé de t'arracher les doigts du cul. Je prends les termes que j'ai envie d'employer, mais c'est comme ça. Tu vois, par exemple, mon fils, il a été scolarisé avec une AVS, avec qui on a encore des contacts aujourd'hui. Pareil, une personne exceptionnelle. Et il allait à l'école, forcément, il était au milieu de ses camarades, mais il y a des moments, quand il avait envie de se lever, il se levait, quoi. Bah ouais, donc ça perturbait. Donc il finissait que il y avait ses camarades dans la classe et lui il le mettait à côté, quoi. En fait, il était mis de côté. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, donc il y a vraiment un... Il y avait une scission qui s'était faite et puis c'était normal, en fait, entre guillemets. Nous, on attendait une place dans un établissement, spécialisé. Mais avant d'avoir cette place, on a attendu plus de 2 ans, quoi. Donc il y a un moment, moi j'ai pris la décision de dire, écoute, parce que Mélinda à l'époque, elle était en pleine évolution professionnelle, tout se passait bien de ce côté-là pour elle. Moi j'étais simple cariste, donc je dis, tu sais quoi, une nounou qui nous lâche, 2 nounous qui nous lâchent, parce qu'il y avait ça aussi.
Oui, parce que forcément, c'est pas évident. facile, hein, voilà. Donc, on leur en veut pas, ces nounous-là, mais j'ai dit, allez, stop. Je me suis arrêté de travailler pendant 14 mois. J'ai fait ce qu'on appelle une mise à disposition Ok. pour pouvoir emmener mon fils à l'école et m'occuper de lui entre midi et deux. Voilà. Donc, t'étais papa au foyer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. À côté de ça, je faisais de la photo, parce que j'ai toujours été photographe. C'était une vraie passion pour moi, et puis voilà. Et toi, t'avais pas évolué dans le monde du handicap, tu connaissais pas ça du tout avant d'avoir ton fils? Ah non, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Je me souviens que quand on était tout jeune, on regardait l'émission de La Rue, ça se discute, où souvent tu avais des exemples de gens qui étaient... Moi, je disais tout le temps à Melinda, je dis, mais arrête de regarder ça, en fait, je sais pas comment on peut se pourrir le cerveau. Nous, on est en bonne santé, on n'a pas besoin de se mettre ça dans la tête. Je dis, moi, si demain il m'arrive un truc comme ça, je pourrais jamais l'assumer. Et au final, c'est tombé sur toi, quoi. Ah oui. Ça t'a forgé? Bah oui, c'est la plus belle expérience de ma vie. Ça t'a changé Mais oui, en tant qu'homme? Bah oui, bah oui. Alors forcément, tu te mets en décalage par rapport à la société. Ouais, c'est clair. Parce que enfants différents, parents différents. C'est totalement logique. Et puis t'as pas accès, comme tout le monde, à tous les magasins, à toutes les activités. T'as peut-être pas accès à toutes les écoles, pas accès à tous les soins. Et puis t'es aussi soumis beaucoup au regard des autres. Ouais. Bah, ça, t'apprends à faire avec, hein, tu vois. T'en joues même. Ouais, je pense que ça, par contre, ouais, ça doit forger de dingue Ouais. Bah alors c'est vrai que sa maman et moi, on a du caractère, donc on en a joué beaucoup, tu vois. Puis pendant cette période-là, le moment où je me suis mis en mise à disposition, donc on avait fait l'acquisition d'un chien, on rencontre un éleveur pas loin de chez nous, qui lui était spécialisé dans une race bien précise, le bulldog américain. Ok. Et un jour sur les réseaux, il publie, ça y est, je m'en vais aux États-Unis, je vais aller voir tous les éleveurs que je peux aux États-Unis pour en apprendre plus sur la race et tout. Puis, Ah oui, un passionné. Ah ouais, bah lui, oui, ouais, un vrai passionné. Quelqu'un qui avait l'habitude de voyager et tout. Et en plaisantant, je lui dis, bah écoute, si t'as besoin d'un photographe pour t'accompagner, puis il m'a dit, vas-y, let's go. Ah ouais? Ah ouais. Ça s'est fait comme ça? Ouais, comme ça. Et tu le connaissais de nulle part au final? Bah on s'était croisés quelques fois quand même, on s'était vus, déjà on avait fait connaissance sur un marché classique. Puis après, j'avais été le voir dans son élevage une ou deux fois, parce qu'il avait un parcours sportif que tu pouvais faire avec ton chien. Et moi, j'allais là-bas avec le mien, c'était cool, tu vois. Ça me permettait d'un petit peu de souffler et tout. Et il m'a dit, vas-y, let's go. Trop bien. Et là, j'ai vécu une des plus belles expériences de ma vie. C'est-à-dire qu'on est parti aux États-Unis. Pendant combien de temps? 1 mois. Donc là, 1 mois, t'es parti, t'as laissé ta femme et ton fils en France. Ouais. Et t'es parti vivre cette expérience. Ouais, c'est ça. Incroyable. J'ai vécu ça, c'était top. Parce qu'en fait, on est arrivé à Montréal, on est reparti à Miami, mais entre-temps, on a fait tout le tour des États-Unis. On a fait plus de 27 000 km en 1 mois en voiture. Ah là là, ah ouais, le road trip. Ah ouais, mais le vrai, même les Américains sur place, ils me disaient, mais vous êtes complètement tarés. Hein. Mais grave, tu m'étonnes. Donc t'as tout vu, quoi. Les States, t'as fait le tour, quoi. Ouais, et puis vraiment en mode route. C'est-à-dire qu'on n'allait pas dormir dans des hôtels, on dormait dans des motels. C'est les motels où, pour ouvrir la porte, tu étais obligé de mettre un coup de pied dedans. Ouais, les trucs un peu cringe des vieux films américains, quoi. Oui, là, une fois, c'était ça. Il y avait le gérant du truc, c'est souvent des hindous qui sont là-bas. Ah ouais. Donc t'arrives déjà, ça sent le poulet tandoori, là. Je vais le voir, je lui dis, je suis désolé, j'arrive pas à ouvrir la porte. Il dit, elle marche bien la porte. Il arrive, un grand coup de sabre. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on ouvre les portes chez vous. Okay. Bah, très bien. Et là, il ouvre la porte, une mare de sang par terre, séchée, tu vois. Tu te dis, mais... Quoi? Ouais. Attends, mais c'est quoi, un tournage de film ou quoi? C'est en mode route. Je lui dis, ok, là, je sais pas ce qui s'est passé dans ce champ, mais je veux pas le savoir, mais ça fait partie du trip. Ça nous a fait rire, en fait. Donc, j'ai vécu quelque chose de fou. Parce que... Et quand on a ouvert l'armoire, un cadavre est tombé. C'est ça. Incroyable. Après, mais c'était l'expérience. Ouais. Puis l'expérience que j'ai vécue, arrivé là-bas, ça faisait 3 jours qu'on était là-bas. Et souvent le matin, pendant le petit-déj, je profitais du Wi-Fi de l'endroit où on prenait le petit-déj pour appeler chez moi, en fait. Ouais. Et un jour, ça faisait 3 jours qu'on était là-bas. Et là, je vois Melinda avec une tête que j'avais pas l'habitude de voir, quoi. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, c'est ton poteau, quoi. Et je suis désolé, mais on va laisser parler l'émotion. Ouais, c'est des choses que j'étais incapable de faire avant, de laisser transparaître les émotions. Aujourd'hui, je les assume. Mais elle me dit, c'est ton poteau. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et elle me dit, il a fait une crise cardiaque, quoi.
Et là, j'apprends que mon meilleur pote, mon frère, vient de décéder, quoi. Oh putain. 33 ans. Et tu venais d'arriver aux États-Unis? Ça faisait 3 jours. Oh putain. Oui, donc pas de signe avant-coureur, quoi, une crise cardiaque, genre. Bah non, ça a été violent, mais d'une violence, un petit peu comme tout ce qui m'est arrivé. C'est tout est une histoire de violence. Après, ça dépend comment tu t'accueilles ça. J'ai eu la chance, moi, qu'on se voit avant de partir. On s'est fait une soirée tous les deux en mode n'importe quoi. On n'était que tous les deux, comme on avait l'habitude de faire. Et ouais, donc là, tu te poses la question, je fais quoi? Je rentre pas. Surtout que sur la bande de potes, j'étais un peu le pilier. Lui, c'était le centre du truc, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, d'une gentillesse et d'une douceur. Il avait pas d'ennemis, ce gars-là. Tout le monde l'aimait. Mais moi, j'avais de la chance, c'était mon frérot, quoi, tu vois. C'était le seul qui arrivait à me canaliser et à me dire les choses. Ouais. Donc là, j'ai dit non, ok. J'ai pleuré, j'ai raccroché, j'ai pleuré. Et mon pote, il me dit, bon, ça va aller. Je dis, ouais, ça va aller. Il me dit, je vais conduire. J'ai dit, non, c'est bon. J'ai pris le volant, je fais 800 km. Et j'ai enchaîné. Waouh. Donc attends, je récapitule, mais tu viens d'arriver aux États-Unis, t'as quitté ta femme, ton fils pour la première fois. Et au bout de 3 jours, on t'apprend que ton meilleur ami est décédé. Ouais. Ouais, accroche-toi avec ça, quoi. Ouais. Donc la journée, je faisais ce que j'avais à faire en mode je kiffe. Je le sentais derrière moi qui me poussait à kiffer. Le soir, j'avais des moments de... T'as décidé sur un coup de tête de rester? Enfin, genre, t'as pas pris le temps de réfléchir, d'en discuter avec ta femme et tout? Si, on en a discuté, bien sûr. Ils m'ont dit non, rentre pas, ils voudraient pas que tu rentres. Ouais, parce que du coup, t'as raté les funérailles? Non, j'ai... Ouais, t'as pas pu faire les obsèques et tout. Donc le soir, plutôt que de me reposer, avec le décalage horaire, je passais mes soirées en visio avec Melinda, la compagne de mon pote, qui avait 2 enfants. J'ai parrain de la plus grande. Ah oui, c'est pas juste un ami, quoi. Ah non, c'était mon vraiment... frère. Ouais. Le jour où il m'a demandé si je voulais être le parrain de sa fille... T'as pas hésité une seconde, quoi. Déjà, lui, il a plus hésité, même parce qu'il avait peur que je lui dise non. Et quand il me l'a demandé, il pleurait, en fait. Oh. Et quand moi, des fois, on avait des difficultés dans la vie avec Melinda et que moi, j'étais pas bien, parce que moi, je suis un passionné. Quand quelque chose me touche, ça me touche. Je l'extériorisais pas avant. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais lui, il pleurait à ma place, en fait. Et je lui disais, mais gros, pourquoi tu pleures? Il me dit, je te vois, putain, il dit, gros, t'es pas bien, t'es triste. Putain, c'est ouf. Ouais, t'avais vraiment une connexion particulière avec lui. Ouais. Je pense que c'était mon âme sœur. Après, je suis pas croyant, mais la connexion que j'ai eue avec lui, c'était magique. Donc voilà, j'ai assumé, je suis resté là-bas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le retour, pareil, c'était violent, forcément. Du coup, si on peut parler un tout petit peu plus de ton voyage, t'es resté donc 1 mois là-bas à faire des photos avec ce gars qui était passionné par les chiens, bulldog américain. Pendant 1 mois, t'as fait aussi le tour du coup des États-Unis. Voilà. C'était un sacré condensé, hein. Ouais. Tu devais être éclaté quand t'es rentré. On a fait un truc de fou. On est passé dans des endroits juste magiques. J'en ai pris plein la tronche. C'était une expérience. Ça m'a changé, quoi. Enfin, quand tu prends l'expérience dans sa globalité, entre le décès de mon pote et ce que j'ai vécu et le retour et tout ça, mais j'ai pris 10 ans d'un coup, en fait. Ah ouais, t'es rentré, t'étais pas le même homme. Non. Okay. Non. Et ça m'a aidé pour la suite. Donc voilà, donc ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Puis donc avec la mère de mes enfants, on est restés ensemble 20 ans. Ah oui. Parce qu'après, il y a eu la période où justement on voulait avoir un autre enfant, mais comme il y a des problèmes génétiques, on te dit ok, il se passe quoi là? Ouais, tu joues un peu au loto, quoi. Ouais, tu joues au loto. Donc nous on a essayé. Parce qu'en fait, au départ, si nous on voulait avoir un enfant, il fallait qu'il puisse faire une amniosynthèse pour tester, j'aime pas dire ça, mais tester la viabilité du bébé. Seulement, cette amniosynthèse, elle se fait à 6 mois. Donc, si jamais le bébé est pas viable, c'est un accouchement. Oh. Donc, ah oui, il y a une expérience horrible aussi, quoi. Ouais, mais on s'est dit, vas-y, on s'en fout, quoi. Ouais, vous avez tenté, quoi. On a tenté pendant 2 ans, ça marchait pas. Donc, ok, il faut 6 cas dans le monde, je crois que c'était ça, 5 ou 6 cas dans le monde, pour valider les tests les tests ADN. Ouais, pour l'amniosynthèse. Ok, il y en a que 4. Ok, on fait quoi, on attend? Ouais, ok. Donc, au bout d'un moment, on voulait plus attendre.
Vous attendiez du coup pour avoir un deuxième enfant que Les tests puissent être existent. validés. Non, qu'ils puissent être validés. Ok. Il fallait qu'il y ait 5 cas dans le monde, je crois que c'était ça, il n'y en avait que 4. Donc on s'est dit, ok, bah on fait quoi? Soit t'attends, soit tu tentes ta chance, quoi. Donc nous on a essayé, ça n'a pas marché. On s'est dit, bah on va faire fécondation in vitro, quoi. Hein, on va faire appel à un don de sperme. Donc on se lance là-dedans. Et un jour on reçoit un coup de téléphone, ça va être au mois de mai, en disant, bah écoutez, les labos sont prêts à valider les tests, même si on n'a pas de 5e cas et tout ça. Oh, Je dis, c'est génial. un petit coup de chance. Ouais, c'était au mois de mai, donc le 17 mai. On fêtait l'anniversaire de mon pote, ça faisait 1 an qu'il était mort, mais lui, il était du 17. Ma compagne, Melinda, était du 18. Donc là, on va fêter son anniversaire tous ensemble. Et ce jour-là, Melinda, elle se lève, elle remonte dans la chambre, et elle me donne le test de grossesse. Il était positif? Ouais. Waouh. Le jour de l'anniversaire de ton meilleur ami qui était décédé en enfant. Donc forcément, encore une fois, tu peux pas croire au hasard, ça n'existe pas. Grave. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, donc c'est pour ça que on s'était dit, ben voilà, elle a un parange. Ouais, Ça aurait été son parrain. C'est un ange aujourd'hui, c'est un parange. clairement. Magnifique. Ouais, donc du coup, c'était un cadeau, quelque chose de beau ce jour-là. Donc on l'a annoncé tout de suite, on n'a pas attendu. Bah, tu m'étonnes. Là, notre amie, elle avait besoin d'entendre ça, en fait. La femme de ton meilleur pote. Ouais, elle avait besoin d'entendre ça et on s'est dit, ouais, c'est génial et tout. Donc là, on lance dans tout le process où tu sais que tu vas avoir les tests génétiques et tout. Et un jour, pendant la grossesse, on part à Lyon. On attendait forcément une réponse du labo après avoir fait tous les tests, qui sont assez... C'est compliqué pour une femme, hein, parce que là, ils vont chercher loin, ils vont... Ah, elle est opérée, enfin, genre, il y a une intervention qui se fait sur elle. Ouais, bah forcément, il faut aller dans le placenta, et c'est une opération à lourd, risque, quoi. hein, donc ouais, et puis apparemment, c'est douloureux. Mais bon, tout ça, ça se fait, on attend les résultats, hein, mais on avait l'expérience de l'attente. Donc là, vous étiez aux 6 mois, du coup, Ouais, voilà. que Mélinda était enceinte. Donc là, on arrive... c'est pas 6 mois complets, on est au mois d'août. Le jour de l'anniversaire de ma filleule. On est à Lyon, on rentre de Lyon, on va dans le parking souterrain, on est au niveau -2, le téléphone sonne. Dans un parking souterrain. Ok. Et là, on nous annonce que tout va bien, qu'elle est porteuse saine comme nous, que tout va bien et que c'est une petite fille. Oh, la surprise. Le jour de l'anniversaire de ta filleule. Encore une fois, toute logique. C'est une surprise, un soulagement et je me souviens qu'on s'est mis à pleurer tous les deux. Mon fils était derrière, il a compris tout de suite parce que lui, on lui avait pas annoncé qu'il allait avoir une petite sœur. Ouais. On pouvait pas le... Pour éviter la déception. C'est une éponge émotionnelle. Il a des troubles autistiques, donc lui, les choses, il les ressent. Et donc là, on a pu lui annoncer enfin qu'il allait avoir une petite sœur. Ah, le moment, le cadeau. Ah ouais. Et à partir de ce jour-là, il a pu lâcher sa maman, il a pu lâcher son ventre. Trop mignon. Ouais, donc... ouais. Et du coup, vous avez donné naissance à un petit bout de chou. Ouais. Petite shiness. Trop bien. Ouais. Un grand frère qui était aux anges. Exceptionnel. Trop bien. Non, franchement, et encore aujourd'hui, il regarde sa sœur avec des yeux d'amour. C'est vraiment particulier. Donc là, la vie à 4 commence, quoi. Ouais. Et c'est beau. Ouais, Parce que là, ton fils, il est plus grand, du coup. Mon fils, à l'époque, elle est née, il devait avoir... il devait avoir 9 ans, ouais. Ok. Donc moi, j'ai réussi à documenter en photo l'arrivée à la maternité, l'accouchement, Trop chouette. la découverte pour l'ounis de sa petite sœur et tout. Donc ça, c'est pareil, des souvenirs. C'est des photos que j'adore regarder aujourd'hui. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est juste génial, tu vois. On avait une équipe là, de sages-femmes et tout qui ont accepté que je fasse des photos. Ils n'avaient pas l'habitude. Ouais, tu Qui a m'étonnes. été génial et tout. Franchement, c'est un souvenir mémorable, quoi. Trop Et bien. puis ouais, donc la vie à 4. Un petit frère heureux de s'occuper de sa petite sœur. Et après, la vie de couple un peu plus compliquée. Ça a commencé par un petit paradis à 4 ou la naissance de ton deuxième enfant, ça a un petit peu compliqué les choses? Aujourd'hui, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je pense que déjà, la vie était déjà compliquée avant, parce que quand tu vis des choses comme ça laisse des traces dans un couple. Tu te trouvais en difficulté, toi, moralement? Tu sentais que
T'étais pas hyper au top de ta forme ou... Non, à l'époque, j'étais vraiment pas au top de ma forme parce que à l'époque, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. De façon régulière, genre? Ouais, mais j'avais peur de mourir, quoi, tout le temps. Ça m'arrivait, j'avais des crises d'angoisse au volant. Ah ouais? Ah ouais, non, mais c'était un truc dangereux, de fou. quoi. Ah oui, oui. Alors que les médecins te disent que vous faites une crise d'angoisse, en fait, il peut rien vous arriver parce que votre cerveau continue à guider. C'est l'instinct de survie. Ouais, mais sauf que bon... Quand t'as l'impression que tu vas mourir... Oui, toi, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Et ces crises d'angoisse, tu sais, elles ont commencé quand? Au décès de ton meilleur pote, à la naissance d'un de tes enfants? En fait, elles ont commencé exactement au moment où tout s'est libéré pour moi. Exactement au moment où en fait, je venais de sortir d'une saison de mariage où j'avais fait 15 mariages, où tout s'était super bien passé. Parce que là, du coup, t'avais pas repris de travail, tu bossais en tant que photographe. Ouais, je faisais que de la photo à l'époque. Ok, trop bien. Et là, je sortais de la saison des mariages, ça devait être au mois de septembre, tout allait bien, on savait que ma fille, qu'on allait avoir une fille, c'était top, tout allait bien. Et je pense que ça, à ce moment-là, on était chez des amis, j'allais justement prendre des photos d'eux et leurs enfants, et là, je suis sorti, et tout devient flou. Ouais, tes traumas sont remontés, quoi. Ah C'était trop beau pour que ça dure. Le soulagement, et boum. Et là, ouais. Arrivé même que j'avais peur de rester tout seul avec mes enfants, quoi. Putain, c'est dingue. T'avais jamais accepté de voir quelqu'un, enfin, tu avais peut-être même jamais pensé avant pour te soigner un peu du décès de ton pote, du trauma de l'accident, etc. Ben non, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais me démerder par moi-même. Ouais, t'avais l'impression de gérer, quoi. Puis j'étais une tête de chien, comme disait mon meilleur pote, il dit gros, t'es une tête de chien, quoi. Tu lâches rien, donc maintenant non, je voulais pas. Alors ouais, quand on te propose des médicaments, tu dis c'est mort, je prends pas de médoc. Ouais, tu m'étonnes. Faut aller voir quelqu'un, non, mais c'est mort. Bah puis quand tu t'es battu tout seul tout le temps et que t'avais déjà traversé tout ce que t'avais traversé, tu te dis attends, je vais pas 2 crises d'angoisse me retrouver chez le médecin, quoi. Bah là, puis là, je les enchaînais quand même, et puis il y a un matin, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai envie de profiter de la vie. Il y a un jour, c'était trop, quoi. Ouais. Donc là, j'ai appelé, je dis ok, je prends les médocs. Ça m'a pas forcément aidé. Et puis je suis allé voir une hypnothérapeute aussi à l'époque, où là, oui, ça a eu plus d'effet. Enfin, toute cette période-là, ça a marqué une scission déjà entre moi, et entre moi et la mère de mes enfants et tout le reste. Donc là, on fait le baptême de ma fille. Elle avait un petit peu plus d'1 an. Ouais, on fait le baptême de ma fille. Le soir, en rentrant du baptême, sa maman, elle m'annonce qu'elle n'en peut plus, que c'est plus vivable. Parce que du coup, pendant donc, à peu près 1 an et demi, si je resitue, t'étais sujet à des crises d'angoisse assez violentes. Ouais. Et t'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Tu sentais qu'au fond de toi, il y avait un truc qui allait pas, mais t'avais pas mis le doigt dessus. C'était un ensemble de plein de choses. Et j'ai tellement pris sur moi pendant des années qu'au bout d'un moment, en fait, ton corps, il craque. Donc, quand je suis allé voir la thérapeute, là, que je lui ai expliqué un petit peu mon parcours de vie à l'époque, regardez, il m'a dit, mais en même temps, c'est logique. Ouais, c'est évident, quoi. Voilà, il aurait fallu faire des choses avant. Aujourd'hui, voilà, donc t'assumes. Bah déjà, t'es un homme. Et puis, dans cette société aussi, enfin, genre, la psychologie, le psychisme, on s'en fout un peu, quoi. Enfin... T'as pas le droit d'être faible. Ouais, encore plus quand t'es un homme. T'es un soldat, donc tu dois te lever le matin et on s'en fout, en fait, de tes états d'âme. De toute façon, dans la vie, les gens, ils en ont rien à foutre de tes états d'âme. Ouais, c'est clair. Donc là, cette vidéo, je l'ai fait aujourd'hui. Je sais que pour 90% des gens, ils vont dire, mais lui, il raconte sa vie, on en a rien à foutre, quoi. Mais moi, c'est pas pour ça que je le fais. C'est que, au fond de moi, je sais qu'il y a des gens aussi qui vivent des choses pas faciles. Et que c'est un message d'espoir que j'ai envie de délivrer là aujourd'hui. C'est rien d'autre. Mais c'est beau parce que tu le fais pour toi, mais pas que pour toi. Ah non. J'ai traversé des moments difficiles, j'en ai tiré des leçons et je veux en faire profiter les autres. Enfin, j'en ai retiré tellement de choses de toutes ces histoires-là. Ouais. Donc, pour en revenir à nous, on décide de se séparer. Tu l'as vécu comment quand elle t'a annoncé qu'elle voulait se séparer ? Pour moi, si tu veux, sous le coup, c'était logique. Mais après, tu dis, là, je m'assois sur 20 ans de ma vie quand même. J'ai passé plus de temps avec elle que sans elle. Ouais. Tu quittes tes enfants, une petite fille qui a un peu plus d'1 an, un enfant porteur de handicap. Tu dis, ok mec, tu vas être obligé de aussi assumer les choses tout seul, te retrouver tout seul avec tes enfants. T'as flippé ? Bah ouais, forcément. Quand en plus, entre-temps, les crises d'angoisse s'étaient calmées, mais quand t'es sujet à ça, tu te dis, mais comment je vais gérer ? Oui, parce que là, t'avais toujours pas réglé ton problème de crise d'angoisse. Ça allait mieux. Non, sincèrement, ça allait mieux. Ça allait beaucoup mieux, mais tu dis, ouais, comment tu vas faire ? Et donc là, j'ai ok, j'assume. Je trouve un logement, je trouve un nouveau boulot,
Il fallait que je trouve un logement pas loin de la maison, et il fallait que je trouve un boulot pas loin de la maison. J'ai réussi à trouver un logement à quelques kilomètres et un boulot au plein cœur du village où on vivait à l'époque. Ok. Je me retrouve surveillant dans un collège. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Et moi, je me disais, moi, avec les ados, ça va être une horreur. Ça va être pas possible. Comment je vais gérer ça, quoi? Et en fait, j'ai vécu les 4 plus belles années de ma vie, professionnellement parlant, avec eux. Ils m'ont apporté tellement de choses. Ils m'ont canalisé, Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je me sentais réellement utile. C'était le bon moment de ta vie pour faire ça. Bah ouais. Et encore une fois, tout s'enchaîne, il n'y a pas de hasard. Je me suis totalement nourri de leur énergie, de leur enthousiasme, de leur insouciance, et je suis redevenu un gamin, en fait. J'ai une question qui est peut-être un peu trop perso, mais il y a un moment où, avec tout ce que tu avais vécu déjà, tout ce que tu avais déjà traversé, tu t'es dit, mais en fait, je trouverais pas de bonheur, en fait, dans cette vie. Et... Parce que les crises d'angoisse, la peur de mourir, est-ce que ça peut aussi t'amener des trucs des idées noires, quoi? Ah oui, oui. T'es passé par cette phase-là? Ouais, c'est naturel, en fait. Et moi, j'ai toujours été clair avec ça, j'en ai toujours parlé ouvertement, en fait. Ça choquait les gens, mais ouais, je suis passé par là, évidemment. C'est une solution de facilité, hein. Bah c'est sûr. Mais moi, c'est con ce que je veux dire, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai du respect pour les gens qui arrivent à se suicider, en fait. Pour moi, c'est pas une preuve de lâcheté, beaucoup disent c'est de la lâcheté, mais non. T'ôter la vie, clair. Parce que ça montre bien que t'en peux plus. La vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand t'attends plus rien devant, que tu décides de... C'est ce qu'on a de plus précieux, la vie. Donc quelqu'un qui vient mettre un terme à tout ça, c'est que vraiment, il n'en pouvait plus. Il faut essayer de se mettre à sa place. C'est vraiment... Donc ouais, non, j'ai eu ces idées noires, mais j'ai vécu aussi... j'ai assumé. Je me suis retrouvé dans une toute petite maison avec mes enfants. T'as tenu pour tes gosses? Ouais. C'est ta raison de vivre première, quoi. Puis j'étais vraiment, à l'époque, en mode je m'en bats les couilles, quoi. J'avais acheté ma bécane, je roulais en Harley, j'étais avec mes potes, c'était fuck la life, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était ça. Je prenais soin de mes enfants, mais après le reste... vraiment, tu rentrais, t'étais le papa, mais après, derrière... Ouais, je m'éclatais dans mon boulot, c'était cool. C'était cool. J'avais la chance d'avoir des horaires cool. J'avais la chance d'avoir les vacances scolaires. Trop bien. J'avais que de la chance, en fait. Clairement. Donc malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai aussi réalisé que j'avais beaucoup de chance. Du coup, t'as fait une rencontre? Ouais, un peu au hasard. En fait, moi j'habitais dans un petit village et j'ai commandé, à l'époque ça devait être un ordinateur ou je sais pas quoi, et je devais me le faire livrer. Mais comme je bossais, il était hors de question pour moi de recevoir le colis et qu'il me le pose devant la porte, tu vois. Oui, un PC. Ouais. Donc là, j'avais une connaissance qui avait un salon de coiffure dans le même village et je lui ai posé la question de est-ce que je peux le faire livrer dans ton salon et quand je rentre du boulot, je viens le récupérer. Elle me dit bah oui, y a pas de problème, tout machin. Donc elle était en plein divorce elle aussi, pas un moment facile pour elle, mais donc moi je suis allé chercher mon colis chez elle. Puis avant de partir, je lui ai dit bah écoute, ça va toi, obligé de prendre des nouvelles par politesse et là elle s'effondre totalement. Oh putain. Elle me tombe dans les bras. Là je me dis oh putain. Je me dis, bon, à l'époque, je comprenais que les gens se rapprochaient assez facilement de moi, tu vois. Je sais pas, je devais peut-être inspirer la confiance, je sais pas. T'as une aura, quoi. Ouais, peut-être. Je me pose pas plus de questions que ça. Et je dis, écoute, tu sais, je suis là si t'as besoin, j'habite à côté, t'hésites pas. Si un soir tu veux qu'on aille boire un verre ou tu veux venir à la maison, histoire de... On se connaissait déjà un petit peu d'avant. Je lui dis, si tu veux venir à la maison, histoire de changer les idées et tout. Et de fil en aiguille... Moi, alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'avais pas d'arrière-pensée à ce moment-là. Et un jour, je suis au travail et je vois un appel WhatsApp de sa part. Bon, je dis, c'est bizarre, elle m'appelle, et en plus sur WhatsApp. Ouais. Je suis au boulot, je réponds pas, puis je lui envoie un message, je lui dis, bah, écoute, t'as essayé de m'appeler? Elle m'a dit, ouais, c'était fausse manip et tout, machin. Oh, oui, on la connaît, la fausse manip. Bah, encore une fois, tu sais, moi, je me dis, elle était au téléphone apparemment avec son ami sur WhatsApp à ce moment-là. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Bah, je lui dis, écoute, tu m'as dérangé pendant mon boulot, et ben en contrepartie, tu viens boire l'apéro à la maison, tu vois. Ok. Mais encore une fois, j'avais pas d'arrière. Ouais. Non, pas du tout. Et là, elle est arrivée, pimpée comme jamais, comme j'aime dire. Ah oui. Avec une bouteille de champagne, je crois, à la main, alors qu'elle buvait pas une goutte d'alcool. Vous avez pas les mêmes intentions? Non, moi j'avais préparé à manger, à l'époque elle mangeait pas, tout machin, on boit une coupe de champagne, on va pas plus loin qu'une coupe de champagne et tout. Et puis, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. On a fini. Là, pour le coup, j'ai vécu le coup de foudre. Ah ouais? Ouais. J'ai vécu le truc où, déjà physiquement, elle me plaisait. Je savais que c'était quelqu'un
c'était une bonne maman, que c'était une femme fidèle. J'avais cette image-là d'elle et je me suis laissé emporter, quoi, vraiment. Ça faisait longtemps que tu étais séparé? Ouais, moi, ça faisait plus d'1 an. Ouais. Donc tu t'étais laissé open Ouais. bar. Puis moi, j'avais déjà vécu mon célibat. Ouais, c'est ça. Elle, pas encore, pour le coup. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a eu peur au début. Elle se dit, est-ce que t'as pas profité de moi et tout. Mais j'ai dit, attends, tu me connais un minimum, même si de réputation, il y a beaucoup de gens qui lui ont raconté beaucoup de conneries. Étant photographe, il était de coutume de dire que je me tapais toutes les modèles que je prenais en photo. Alors que non, c'était pas le cas. Les modèles que j'ai pris en photo sont devenus mes amis. Donc, voilà. Puis l'infidélité, j'ai jamais goûté, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de la trahison, l'infidélité. Je l'ai jamais fait. C'est quelque chose que ça me sort par les yeux, en fait. C'est hors de tes valeurs, total. Sincèrement, moi à l'époque, c'est quelque chose que j'aurais mal vécu, donc c'était hors de question de le faire vivre avec quelqu'un. Donc j'ai dit non, moi je suis pas comme ça. On kiffe le truc et puis de fil en aiguille, le temps passe. Et on tombe vraiment, vraiment amoureux, mais c'est une passion en fait. C'est vraiment charnel et passionnel, quoi. C'est fort. Ouais, c'est fort. Donc assez rapidement, on s'installe ensemble. Au bout d'à peu près 1 an, on achète une maison tous les deux. Toi, c'était ça, ta vision du couple? Genre de la passion, et puis se lancer dans des projets communs? La passion comme ça, je l'avais jamais vécue. Comme je t'ai dit, avec la maman de mes enfants, je suis tombé amoureux avec le temps. Ouais. Il y a eu cette attirance, ce truc-là, mais elle, c'était vraiment... Puis j'ai plus le même âge non plus. À l'époque, j'avais 40 ans, donc comme je dis, voilà, toi, t'as ton vécu, j'ai le mien, on n'a pas 20 ans, on sait ce qu'on veut, on se fait confiance, et vas-y, on se lance, quoi. Et puis moi, avec elle, j'avais décidé de ne pas commettre les mêmes erreurs que j'avais pu commettre avec la mère de mes enfants. Donc de m'ouvrir un peu plus, d'être beaucoup plus dans le partage, de lui dire que je l'aimais plus régulièrement, que j'ai pu le faire. T'as décidé d'être un conjoint parfait, quoi. Parfait, on l'est jamais, parce qu'en plus de ça, je suis assez particulier, j'ai du caractère, j'ai ma façon de penser, comme on dit, Cyril, toi c'est noir ou blanc. Ok, maintenant je l'assume, ce côté-là de moi, de ma personnalité, je l'assume, mais j'ai essayé d'être quelqu'un de bien. Puis bon, je savais qu'elle avait un vécu, un passif qui était pas évident, et moi je lui offrais totalement l'inverse, donc je lui offrais un cocon, en fait. Donc là, on achète une maison, on fait tout ce qu'il y a, toute la façon classique, et là je rentre dans ce qu'on appelle la rat race, quoi. La rat race? Ouais. C'est quoi? Pour moi, la rat race, c'est ta petite maison, ton jardin, ton chien, ta petite vie, ta routine. Métro, boulot, dodo, quoi. Voilà. Et ça, tu t'épanouissais, enfin, peut-être pas là-dedans du coup, mais en tout cas, les projets d'achat immobilier, etc., t'étais... Ce côté-là, oui, ça m'a excité, c'était cool, vraiment. Ouais, t'étais partant, quoi. Et puis en plus, on avait trouvé une pire baraque, l'achat de notre vie juste avant le Covid. Ah, trop bien. La plus-value, on l'a acheté au mois de décembre, mois de janvier, Covid, limite 6 mois après, on la revendait 30% de plus qu'on l'avait acheté. Enfin, tout collait encore une fois. Et, non, franchement, c'était cool. À cette époque-là, c'était cool. Mais malgré tout ça, j'ai commencé inconsciemment à me rendre compte qu'il y a des choses qui collaient pas. On n'avait pas le même mode de vie. Je me sentais pas à ma place. Arrivé dans cette maison, souvent je lui disais, ouais, tu sais, j'ai l'impression que je fais de la colocation avec toi et tes enfants. Parce que votre relation, elle avait changé? Tu te rendais compte de certaines choses? Non, parce que je pense que notre relation en elle-même, elle n'avait pas changé. Elle n'avait pas changé, moi non plus. Mais c'est juste que de vivre ensemble, tu commences à te rendre compte de certaines choses. On n'a pas la même façon de vivre, de penser. C'est la vie de couple, en fait. Hein. Ouais, puis toi, t'avais tes enfants, elle avait les siens. Avec une particularité en plus, c'est que moi, mon fils était porteur de handicap, donc la vie n'est pas la même. Hein. Ouais. Donc, je me sentais pas à ma place dans cette maison. Mes enfants non plus. Ah, c'est dingue. Voilà. Des difficultés émotionnelles, de caractère, de choses... puis sous le coup, tu te dis, ok, c'est normal, c'est l'âge. Mais non, en fait, il y avait un problème sous-jacent. En fait, il y avait un mal-être qui stagnait au-dessus de votre maison, quoi. Ouais. Et elle ressentait ça aussi, ou il y avait que toi? Non, parce que j'essayais d'en parler, il n'y avait pas de résonance, pas de réaction. Les choses ne changeaient pas, en fait. Donc toi, tout seul dans ton coin, t'étais en train de devenir de plus en plus mal, quoi, avec tes enfants en plus. Ouais, carrément. Donc, prise de poids. Ah ouais? Ouais. Vraiment, une prise de poids. À l'époque, entre le poids que je faisais au moment où on s'est rencontrés et le poids que j'avais quand je suis parti, j'ai dû prendre 15 kilos, je pense. Ah oui, et vous êtes restés combien de temps ensemble, du coup? 5 ans.
Ah oui, donc. Ouais, puis pendant ces 5 ans, il y a plein de petites choses qu'on fait que tu te rends compte que c'est pas la femme qui te correspond. Mais moi, je suis un passionné, donc à partir du moment où je suis amoureux, je me bats. Ouais, tu donnes tout, quoi. Ouais. Puis entre-temps, il y a mon papa qui était déjà malade, mais qui arrivait en fin de vie, où là, il a fallu que j'assume certaines choses. Donc je l'ai fait sur le moment venu. Mais quand il est parti, en fait, j'ai pas perdu seulement mon père, j'ai perdu aussi mon deuxième meilleur ami, en fait. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Avec ma maman, on s'est tenu la main, on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais à cette époque-là, j'avais pas de soutien. T'étais seul, en fait. Ouais, oui. Le soir où j'ai eu un coup de fil de mon frère me disant écoute, il faut que tu viennes parce que papa, ça va pas. On était en train de manger avec des amis dehors, chez moi, sur la terrasse. J'ai raccroché le téléphone, j'ai fait mon sac, je suis monté sur la bécane, je suis parti. Elle t'a rien demandé? Elle t'a pas suivi? En fait, le truc, c'est que sur le coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je partais en mode soldat. C'est ma vie, c'est ma destinée, c'est comme ça. Ouais, mais. Après coup, oui, tu te dis, mais attends, qui fait ça en fait? Bah ouais, enfin, tes amis, ta femme, normalement, pas forcément te retiennent, mais te tendent la main. Ouais. Alors, et là, tu t'es retrouvé apparemment, il y avait le prétexte des enfants. Moi, je me souviens que j'avais dû appeler la maman de mes enfants, lui expliquer le truc. Elle m'a dit, t'inquiète, j'arrive, je prends les enfants. Là, il y avait mes amis qui étaient là. Ils auraient pu garder les siens. Ah, au final, même la mère de tes enfants, elle a été plus dans le soutien. Ben oui, et puis ça a été cause de beaucoup de jalousie, la relation que j'avais avec la mère de mes enfants, parce qu'on s'est toujours bien entendu. Et ça passait pas. Bon, après, quand t'as des enfants, surtout un enfant handicapé, enfin, je veux dire. Non, puis c'est pas parce que tu te sépares avec quelqu'un que t'es obligé de rentrer en guerre. Évidemment. Ça n'existe pas, ça, en fait. C'est justement ce que la société essaie de te faire croire, mais c'est pas ça la vie, en fait. Les problèmes, tu te les crées si t'en as envie. Hein. Et quand il n'y a pas de raison d'avoir de problème, tu vas pas te les créer juste par plaisir, quoi. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de soutien, que les choses se faisaient toujours un petit peu dans le même sens. Ouais, mais du coup, t'étais encore en train de gérer une crise, en fait. Au moment où tu te rends compte de ça, t'es en train de gérer le décès de ton papa. Donc t'es encore dans une période de grande fragilité, quoi. Ouais, totalement. Et de temps en temps, je me rapproche un petit peu de plus en plus de la porte. Tu lui disais ça? Ouais. Donc, ça n'avait pas de résonance. Donc, pas de soutien, le décès de mon papa. Là, je commence à faire le bilan, à me remémorer les moments que j'ai vécus et me dire, mais en fait, elle n'était pas là à ce moment-là. Elle n'était pas là à ce moment-là. C'est pas elle qui était là à ce moment-là. Ah, donc en fait, toi, t'investissais du temps dans une relation et tu te rendais compte que l'investissement, il n'était pas rendu, quoi. Non. Mais après, je me disais, je l'accepte, je suis amoureux, c'est comme ça. Mais ça avait beaucoup d'incidence sur moi. Je m'en rendais pas compte. Est-ce que t'es revenu dans une genre de période comme avant la séparation avec ton ex-femme où les crises d'angoisse, ça revient? Non, il n'y a pas de crise d'angoisse. Par contre, je me renferme sur moi-même. Obligatoirement. Je me protège. En fait, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, elle me disait souvent, tu sais, il faut que tu ailles te faire aider. Mon meilleur pote me dit, il faudrait que tu ailles te faire aider. Bah non, je peux pas aller me faire aider, en fait. Je me démerde tout seul. Le soutien, je dois l'avoir chez moi déjà, pour commencer. Et si vraiment, avec le soutien que j'ai chez moi, j'arrive pas à m'en sortir, éventuellement, je me ferai aider. Ouais. Et là, du coup, des moments de mou, des moments de... Et puis là, je sens que tout le monde prend des distances par rapport à moi. Et je me dis, ouais, c'est la situation qui fait que, tu vois, c'est ton caractère, c'est machin. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça, en fait. Toi, petit à petit, tu t'es retrouvé esselé, et dans ta relation, et même dans ton groupe d'amis. Ouais. T'invites des potes et puis qui te disent, ouais, non, ce soir... Et après, t'apprends des choses. Une fois que la séparation est consommée, t'apprends des choses. Et, donc du coup, comment... Enfin, si on va pas trop vite, comment ça s'est expliqué En fait, tu vois, il y a eu un moment, un événement dans notre relation qui a fait qu'il y a eu un clash avec un de ses amis. Et en fait, la raison de ce clash a été... Elle a voulu savoir ce qui s'était passé, mais pas en allant vers moi, en allant vers lui. Et ce jour-là... Elle a décidé de prendre une version qui n'était pas la tienne, quoi. Ouais, voilà. Donc là, encore une fois, tout ce que je somatisais avant, le fait de ne pas avoir de soutien, tout ça, ça s'est concrétisé ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai fait 16 km à pied pour rentrer chez moi. Ah oui, déterminé. Ouais, en 2h30. Ouais, j'avais besoin de ça, ça s'est fait, quoi. Et moi, le soir, je suis rentré, c'était terminé pour moi. Plus de relation. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, j'avais dit stop, là, c'est terminé. Ah ouais, là, ce jour-là, tu t'es dit, c'est la fois de trop, quoi. Ouais. Et donc là, t'écoutes tes potes. Ils te disent, mais tu sais, elle t'aime. Et machin. Et tu te dis, bon, arrête d'être un gros con.
Ouvre les yeux, t'as des gens qui te veulent du bien. S'ils te disent ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, ok. Et là, en fait, ça a été le début de la fin, en fait. Donc là, t'as encore pris sur toi, alors que tu te rendais bien compte que il y avait plein de choses qu'elle faisait pas envers toi. Ah oui, là, ce jour-là, je voulais partir. C'est clair et net pour moi, c'est pas avec ce genre de femme que je voulais vivre. Et pourtant, t'es resté du coup. Je suis resté. Mais là, ça a été le début de la galère. Où là, j'ai commencé à avoir des migraines à répétition, aigreur d'estomac, des remontées gastriques pendant la nuit, de l'eczéma. J'en avais partout, sur les mains, sur les bras, des choses que j'avais jamais eues, tu vois. Le craquage, quoi. Ouais. Mais mon corps qui m'envoyait des signaux. Ton corps qui disait stop. Et je m'endormais n'importe où, n'importe quand. J'avais besoin de... Enfin, ouais, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Tu faisais le lien avec cette relation, du coup, qui était plutôt toxique? Non. Là, à cette époque-là, t'étais... Quelques personnes me disaient, mais non, je suis amoureux, foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix, c'est une galère dans notre vie, on va passer outre. Tu vois, j'ai fait l'effort sur pas mal de choses. Je pense qu'elle aussi, à sa façon, elle a fait des efforts, hein, mais... Donc du coup, descente aux enfers, ouais. Ton corps qui te lâche, quoi. Ouais. Et comment tu t'en sors de ça? Ça sort pas, parce que forcément, après, il y a toute la période où tu te rends compte qu'il y a un détachement de sa part, qu'un jour, elle te dit, écoute, je sais pas, je me pose des questions. Là, tu dis, oh merde. Et puis, tu dis, ok. Donc là, elle était gentiment en train de t'amener le truc pour te dire, bon, finalement, on va se séparer, mais ça va plus être ta décision, ça va être la mienne. Voilà. Du coup, voilà. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. J'ai perdu beaucoup de dignité. J'avais perdu une partie de ma virilité. Aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, sans rentrer dans les détails. Ok. Et pour, au bout du compte, apprendre qu'elle voyait quelqu'un et que, voilà. Alors, attends, donc toi, un jour, tu te réveilles, tu te dis non, mais cette relation, ça me va plus parce qu'elle s'investit pas avec moi. Tu décides de terminer. Tes potes te poussent à rester avec elle. Et en fait, après avoir payé de ton corps dans toutes les façons possibles et imaginables, elle te trompait. Je pense pas que... Je veux pas lui jeter la pierre, hein, parce que c'est pas le but, mais... peut-être qu'au fond d'elle, quand elle a commencé à me voir partir, à sortir partout, peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est détachée et que par protection, elle s'est un peu plus ouverte au monde extérieur. Okay. Et que le jour où elle a rencontré quelqu'un qui l'a rassurée, elle est partie naturellement vers lui, en fait. T'es un bon gars parce que ta façon de voir les choses, elle est plutôt... Enfin, c'est beau, tu vois, oui, tu jettes pas la pierre. Ouais, non, mais sur le moment, oui. J'ai été beaucoup moins cool. Je lui ai dit de la merde. Je me suis étalé sur les réseaux d'une façon lamentable. J'ai vraiment été une période où j'ai fait de la merde, tu vois. Mais j'en ai conscience de ça et je l'assume. Moi, je lui jette pas la pierre. Elle était telle qu'elle était. On n'était pas fait pour être ensemble. Aujourd'hui, j'en ai souffert. Aujourd'hui, c'est pas des cicatrices que j'ai de cette rupture. C'est une amputation, quoi. C'est vraiment, ouais, c'était un véritable amour. C'était vraiment passionnel et donc ouais, forcément. Ça t'a brisé? Ouais, ça m'a brisé. J'ai tout perdu à la suite de ça. J'ai perdu ma dignité, j'ai fait burn-out, j'ai perdu mon boulot. Tu te retrouves tout seul à gérer une séparation, donc parce que elle était pas là, on va dire, aussi bien physiquement que mentalement, elle était pas là, donc. Tu gérais tout seul, quoi. Ouais, tu t'évacues la maison de tout ce qui traîne pour les visites immobilières. Tu te dis, le chien, on en fait quoi? J'avais récupéré un bulldog américain auprès de mon pote qui lui vit au Portugal. Je l'appelle, je dis, gros, là, le chien, je peux pas, quoi. Il me dit, écoute, je le récupère. Donc là, un gars, lui, était sur Fréjus. Il me dit, le plus court que je peux faire, c'est que tu ailles à Fréjus, tu lui donnes le chien, lui, il rentre. Oh là là, ah oui, pas une petite gestion de 3 paperasses, quoi. Non, et puis quand je lui ai proposé de m'accompagner, parce que c'était dur quand même. Ouais. En plus, dans cette période-là, elle m'a dit, non, j'ai pas la force. Non, mais c'était elle. Encore une fois, je peux pas lui en vouloir. C'est pas grave. C'est sa personnalité. Et est-ce que c'est juste parce que tu t'es pas rendu compte avant? Oui. Ouais, parce que t'étais tombé fou amoureux et oui. T'avais occulté tout ce qui était négatif. Et puis moi, je suis assez fort pour assumer ça. Donc c'est pas grave, il y a des choses que t'es pas capable de faire, c'est pas grave, je vais le faire pour toi, en fait. C'est ça, en fait. Moi, je me donne à 100% et j'ai beaucoup de défauts. Mais au moins, là-dessus, je suis clair avec ça. Et donc, ouais, voilà, c'est le genre de choses que j'ai assumées. On se partageait la maison une semaine sur deux. Quand moi j'arrivais, la maison a été inoccupée. Il faisait 15 degrés en plein hiver. Okay. Je rentrais, je mettais mon blouson, mon bonnet, j'allumais la cheminée. Je dormais dans le canapé à côté de la cheminée avec le chat allongé sur moi. Et en fait, toute cette période-là, ça a été dur, moralement, physiquement. Mais en même temps, c'est encore une belle aventure, quoi.
Bah, c'est une belle aventure, faut le dire maintenant. Parce que là, si tu t'étais vu à cette époque, tu te serais dit, non, mais t'inquiète, poteau, c'est une belle aventure que tu vas vivre. Ouais, de toute façon, quand tu vis une galère, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort de ça. Ouais, mais bon, c'est un à plat. Je me suis remis totalement en question. Donc, à partir de là, entre-temps, avant qu'on consomme la séparation, j'avais entrepris une thérapie, j'avais essayé une thérapie de couple. Mais ça, j'ai pas arrêté parce qu'elle est partie, en fait. J'ai continué parce que là, je me suis retrouvé seul face à moi-même. Donc, j'ai dit, écoute, garçon, c'est le moment ou jamais de régler tes problèmes. Donc, va chercher au fond de toi-même. Donc, tu t'es occupé de toi. Voilà, 100% focus sur moi. Donc, reprise du sport. J'ai perdu 25 kilos en l'espace de moins d'un an. Oh purée! Donc ouais, voilà, tout s'est ouvert, tout me paraissait logique. Alors les gens me croisaient, ils me disaient, mais gros, t'es malade. J'ai croisé un pote là, vendredi, il m'a dit, mais t'as le cancer, toi. Ouais, mais c'est de la bêtise humaine, ça, pour moi. Ouais, clairement. Parce que si clairement j'étais malade et puis que on te sort ça comme ça, tu dis, mais attends, garçon. Non, c'est juste que là, je prends soin de moi, en fait. Ouais, grave. Et la personne que vous voyez avant, c'est pas le vrai Cyril. C'est pas, voilà. Tu t'es trouvé, quoi. Ouais. Et après petit cette à petit. séparation, t'as découvert une nouvelle facette de toi? Bah, c'est pas une nouvelle facette de moi, je pense que j'ai commencé à devenir moi-même. Bon, donc du coup, si je comprends bien, t'as perdu beaucoup d'un coup. Ta vie de couple, du coup, que t'étais en train de reconstruire, ta maison, t'as dû vendre, t'as perdu ton taf. Ouais. En gros, t'as touché le fond, quoi. Après, en plus de ça, la maison, elle s'est pas vendue tout de suite, ça a été des galères. Ouais, bien sûr. De toute façon, les galères se sont enchaînées, hein, parce que toi, tu as la séparation, t'apprends qu'elle a une vie en parallèle, que machin, enfin, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Tu voyais toujours un psy à cette période-là, du coup? Ouais. J'avais commencé ma thérapie au mois d'octobre. Ça t'a aidé à prendre conscience qu'il y avait un truc qui allait pas et qu'il fallait que... Ouais, bah oui. Forcément, tu parles de ton expérience. Alors, tu t'attends à ce que la personne qui est en face de toi, quand tu vas voir un psy, aille dans ton sens. Mais c'est pas le but. Et quand moi j'expliquais ce que je vivais, elle savait me recadrer au moment où il fallait me recadrer. Et ouais, j'ai pris conscience surtout du fait que, parce que bon, j'allais voir aussi une énergéticienne que je vais toujours voir. Et en fait, j'ai repris confiance en moi, dans le sens où finalement, je suis pas un monstre. Et je suis une belle personne. C'est ce qui ressort de toutes les personnes que j'ai été voir pour apprendre qui j'étais, parce que je suis en quête de moi-même et on est jusqu'à la fin, jusqu'à mon dernier jour, ma quête principale, ça va être ça en fait, de devenir une meilleure personne. Donc ça peut paraître un peu prétentieux, mais je m'en fous en fait. Si je veux réussir, il faut que je me connaisse. C'est l'objectif ça devrait être l'objectif de tout le monde, devenir meilleur que la veille, je veux dire. Puis prendre conscience que des fois tu peux être un gros con, et ça a été mon cas. Donc forcément, ouais voilà. Donc non ouais, franchement ça m'a bien aidé. Au final, le plus important c'est de s'en rendre compte. Et toi, c'est ce que tu as fait en faisant un travail avec une psy. Ouais. Et aujourd'hui, le moindre chose que je peux vivre dans la vie, je me remets tout le temps en question, tout le temps. Des fois trop, mais c'est pas grave, c'est moi. Il y a des moments, je sais que je vais pas être agréable pour les autres, donc je m'efface. Ok. Je vais pas aller à la confrontation, c'est pas grave. J'ai une double question. Quand t'as touché le fond, après toute cette histoire là avec ta deuxième compagne, du coup, si on peut dire, t'avais plus d'autre option que de remonter à la surface. Donc comment tu t'y es pris? Et j'ai plus ma deuxième question, donc vas-y, réponds celle-là. En fait, à cette époque-là, j'ai eu la chance aussi. Un jour, ma meilleure amie qui avait un shop, un barbershop, qui l'a toujours d'ailleurs. Quand je dis avait, il n'y a aucune raison que je dise ça. Oui, elle a un barbershop. Elle a un barbershop et elle me dit, bah écoute, là c'est juste avant les fêtes, ça va te changer les idées, viens me filer un coup de main. Et puis voilà, parce qu'elle voyait que j'allais pas bien et eux, ils ont été, pour le coup, présents. C'était mes amis avant et je me suis rendu compte que je me suis pas trompé parce qu'ils ont aussi été très très présents pendant cette période-là. Ils le sont encore d'ailleurs. Et donc je vais là-bas et ce jour-là, il y a un de ses clients qui est là, qui présente sa marque de fringues. Elle lui a laissé un petit bout de son shop pour qu'il monte une petite boutique éphémère. Donc au cours de la journée, on discute ensemble, on fait connaissance, et puis je me penche sur son ordinateur qu'il avait ouvert et là je vois des graphes. Je dis tiens, tu fais du trading? Et lui, un peu étonné, il me dit bah tu sais ce que c'est? Mais grave, t'as su tout de suite. Bah oui, parce que je m'étais déjà penché sur la question, sans être vraiment à fond dedans, mais ouais, je savais ce que c'était. Et on vient discuter de ça, tout. Il m'a dit bah si tu veux, je peux t'apprendre.
Je le regarde, dans ma tête, je lui dis, mais mec, tu m'as pris pour un jambon de Bayonne, un lapin de 3 semaines, tu vas me demander quoi, tu vois. Grave. Et il me dit, bah, viens lundi à la maison, et puis si tu veux, je t'explique. Bon, je dis, bon, je vais y aller. J'y suis allé, il m'a accueilli chez lui, il m'a expliqué. Le midi, on est descendu, parce qu'il a un bureau au-dessus de chez lui, on est descendu chez lui, il m'a fait à manger, on est retourné devant les graphes. Puis à partir de là, on s'est plus lâché, quoi. Mais c'est incroyable. Donc tu rencontres un gars au hasard dans un barbershop qui est en train de vendre des fringues, et au final tu te retrouves dans son grenier en train de regarder des graphiques et apprendre à étudier. Ouais. C'est encore une fois, c'est un peu de l'irrationnel, mais comme je dis toujours, c'est une suite logique de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il n'y a pas de hasard, en fait. Et lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez fermé sur l'extérieur. Ouais. Et encore aujourd'hui, je me l'explique un peu plus aujourd'hui, mais je comprends pas pourquoi il s'est ouvert à moi. Ouais, toi, t'es rentré dans son cocon, quoi. Ouais, dans sa bulle. Et pourquoi toi, alors? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, ça s'explique pas. Il m'a dit, j'ai vu que t'avais le feu en toi et que t'as passé ton temps à pisser sur les flammes. Il dit, moi, je suis là pour souffler sur les braises. T'as le feu en toi. Ouais. T'as passé ton temps à pisser sur les flammes. Ouais, c'est ça. Et lui souffle sur les braises. C'est excellent, ça. Mais je lui dis, ok, tu m'accueilles chez toi, t'es en train de m'apprendre ça, tu fais ça gratuitement, tu me fais à manger. Je dis, gros, comment je fais pour te remercier? Grave, il attendait quoi en toi? Bah ouais. Il m'a dit, tu fermes ta gueule et tu kiffes. Il dit, toi et moi, tu verras. Mais Joe, c'est la rencontre qu'on a tous envie de faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il t'a changé? Bah ouais, parce qu'en plus de ça, au-delà de ses capacités, c'est un personnage. Ouais. Moi, je l'appelle Yoda. C'est son petit surnom. On aurait pu l'appeler Elon Musk. Enfin, c'est quelqu'un qui est particulier, qui est singulier. Okay. Et en plus de ça, il a été coach sportif pendant 20 ans, coach de basket. Ah ouais, le gars a tout fait. Professionnel. Donc, tu sais qu'en termes de mindset, d'aller pousser tes limites, il va y aller, quoi. C'est pas toujours agréable, mais au moins, tu sais où tu vas, quoi. Et voilà. Ça s'est bien passé tout de suite, entre vous? Genre, toi, t'as accroché direct. Ouais. C'était la main tendue que t'attendais, enfin, genre, c'était... Ouais, puis tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui te donne, sans rien attendre en retour. C'est magnifique. Tu te dis, c'est louche. Oui, de prime abord, oui. Tu te dis, c'est louche. Il y a mon entourage qui disait, gros, attention. Ah, t'as des gens qui t'ont dit de te méfier? Bah oui. Des gens qui sont plus dans ma vie aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, si tu veux, moi, je me suis regardé un matin dans la glace et je me suis dit, mais en fait, vous êtes différents, on est différents, lui et moi, sur la forme. Mais sur le fond, on est pareil. On transmet, on donne. Donc finalement, je me dis, écoute, inverse les rôles. Tu le ferais, tu te poserais pas de questions. Ok. Donc je me suis dit, bah oui, effectivement. Dans les valeurs fondamentales, en fait, vous vous retrouvez dedans. Bah oui. On partage les mêmes ambitions. Je me pose certainement beaucoup plus de questions que lui. Ok, moi j'ai beaucoup plus d'affect, je vais y faire rentrer beaucoup plus de ressenti dans la sensibilité, lui beaucoup moins, mais sur le fond, le but est le même. Et ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'on bosse ensemble. On a scalé notre façon de faire dans le trading. Et puis personnellement, il m'a poussé, on s'est poussé mutuellement. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau en peu de temps, mais qui est inimaginable en fait. Et quand vous avez décidé de vous associer, parce que du coup c'est ce qu'on comprend, vous vous êtes alliés quoi dans le... Mais ça s'est fait naturellement, on s'est pas posé la question. Et au moment du coup vous choisissez de vivre une expérience ensemble, c'est à but humain, c'est d'abord à but économique, c'est pourquoi lui maintenant comme ça? En fait, ce qu'il faut comprendre dans le trading, c'est que déjà c'est un métier, c'est un vrai métier. Parce que de base, direct, c'est votre lien, ça a été... on apprend le trading et c'est comme ça que vous vous êtes... Donc lui, il avait déjà de l'avance sur moi. Ouais. Mais ses connaissances, il a voulu m'en faire profiter. Et il s'est dit, bah, une fois que tu vas avoir pris connaissance des bases, eh ben, on va évoluer ensemble. Donc, j'ai essayé d'évoluer aussi vite que lui, c'est pas possible. Lui, franchement, c'est une machine. Mais c'est pas grave, tout ce qu'il apprend, il me le retransmet. Et moi, ça prend forcément plus de temps, j'ai pas les mêmes capacités intellectuelles que lui. Mais c'est pas grave, en fait. On n'est pas là, on se tire pas la bourre, on n'est pas tous les matins en train de se la mesurer en fait. C'est vraiment... et c'est ça, quand tu es dans ce process et que tu vis ça, en fait, tu es soulagé, tu es détendu, tu kiffes juste le moment. Et voilà, on s'est dit, le trading c'est ça. Et si on se projette dans l'avenir, forcément, tu peux gagner de l'argent avec le trading, beaucoup d'argent. On s'est dit, on s'est pas dit chouette, on va pouvoir aller sur Insta, frimer dans les grosses voitures. Non, on s'est dit, ça va être un levier pour ce qu'on est vraiment nous. C'est-à-dire que lui, il a des projets personnels, j'en ai, et on va se servir du trading, de ce levier-là, pour atteindre nos objectifs. Là, en fait, t'as juste trouvé le bon truc au bon moment qui te plaît de faire. Genre, c'est... Une révélation. Ouais. Mais c'est comme si t'avais trouvé, genre, juste
le job où tu te sens bien. Mais il s'agit que c'est ça, que c'est avec Joe. Et que l'aventure, elle est quand même... c'est incroyable, là. Ça a démarré depuis quoi? 1 an? Un peu plus. Ouais, c'était au mois de décembre, en décembre 2023. Et ça a l'air d'aller hyper vite. Franchement, c'est une tornade. Là, ce qui est en train de se passer, alors on l'a beaucoup travaillé, hein, forcément, et on s'est dit un jour on va appuyer sous le bouton. Et avant même qu'on appuie sous le bouton, c'est parti, mais à 100 à l'heure. Et puis moi, je suis un passionné, donc je me suis intéressé à la cuisine chinoise. J'ai bouffé des vidéos à m'en tordre le cerveau. Enfin, cuisine japonaise plutôt, chinoise. Je suis désolé. J'ai été et je le suis toujours passionné par le jardinage. Donc voilà, j'ai bouffé des vidéos. Ah oui, donc c'est pas genre je me passionne pour trouver un truc où je peux faire de l'argent facile. Non, toi t'es un passionné de base. Non. T'aimes tout quoi. Et si moi, au bout d'1 ou 2 journées que j'ai été vers lui, je me suis dit bah écoute, non, ça me parle pas. Ouais, on se serait quitté. Voilà. Mais Joe, il avait quoi à gagner à t'apprendre ça? Lui, c'est le partage. Et ça, du coup, c'est ta nouvelle vision de la vie, quoi. Ben oui, et puis surtout le fait que tu te dis, on a tous des opportunités dans la vie. T'es ouvert ou pas pour les entendre, pour les percevoir, et après t'as le caractère pour te lancer. Et là, cette opportunité-là, moi j'avais plus rien en fait à ce moment-là. T'as décidé de redevenir maître de ton destin, quoi. Focus, vas-y mon garçon. En plus, tu prends soin de ton alimentation, tu refais du sport et tu prends soin de ton sommeil. J'avais les 3 piliers pour me sentir bien. Lui, coach sportif, il vient m'aider en plus sur ce volet-là. D'un point de vue mindset, il est venu m'aider. En plus, on scale des ambitions dans le trading. Franchement, ça a été juste magique, quoi. C'est vraiment une histoire d'opportunité, puis de ce que tu veux faire de ta vie, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais rien. Et je me suis dit, attends, garçon, tu fais une rencontre exceptionnelle, t'as un levier exceptionnel qui s'offre à toi, vas-y, fais pas comme tout le monde. Mais là, t'as foncé tête baissée, sans peur, quoi. J'aurais pu, moi, à ce moment-là, me dire, écoute, burn-out, tu perds ton boulot, tu perds ta meuf, tu perds ta maison, tu perds tout, tu te retrouves de nouveau tout seul. Je vais vite me dépêcher d'aller trouver un boulot à l'usine, machin. Mais non. Là, c'est la chance de ma vie. Et puis, je touche du bois. Je me suis pas trompé. Ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie et dans notre vie, pour le coup, c'est exceptionnel, en fait. Tu vis un truc que jamais t'aurais imaginé vivre. Mais non. Puis même aujourd'hui, je réalise pas encore ce qui nous arrive. Je suis assez terre à terre, moi, donc c'est step by step. Mais voilà, ça m'évite de trop m'enflammer, quoi, en fait. Mais aujourd'hui, t'as pas de peur concernant l'avenir, genre t'es en mode on y va, quoi. Non, je pense avoir vécu le pire. Là, sincèrement. C'est vrai quand même, non? Ouais, tu te dis qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce que j'ai déjà vécu, en fait. Là, rien. Et en fait, c'est pas grave. Et même si je me plante, parce que là, c'est pas gage de réussite. Je suis pas en train de me vanter en disant ça y est, j'ai réussi. Non, on a entrepris quelque chose qui prend forme et qui aboutit et avec des perspectives de ouf. Mais si demain on vient se planter, on aura appris et encore une fois, on recommence. C'est pas un souci. Ok, mais c'est une super belle façon de voir les choses. Enfin, et ça, c'est ton toi de 43 ans? 46. C'est ton toi de 46 ans qui, après avoir traversé tout ça, est dans cette optique-là. Mais est-ce que t'as toujours eu ça au fond de toi? Oui, c'est ça. Tu penses que t'as toujours eu ça? C'est ça les flammes que j'ai au fond de moi. En fait, quand tu vis des choses avec des gens qui sont, pour en revenir sur ma dernière relation, c'est quelqu'un qui se lève, qui fait son truc, qui est très dans le superficiel, qui est à regarder TPMP. Moi, lui, il rentre pas chez moi, lui, par exemple. Tu vois, Nouna, pour moi, enfin, ne serait-ce que dans l'alimentation, te dire, on va faire à manger. Ouais, mais non. Tout ce qui sort pas d'un plastique, ça se mange pas, en fait. Alors que c'est l'inverse qui devrait exister, en fait. Ouais, Manger des fraises au mois de décembre, pour moi, mais non. T'avais un besoin d'être connecté à la vraie vie, quoi. Ouais. En tout cas, connecté à moi. Là, elle et moi, on était en total décalage. Donc forcément, c'est normal que mon corps, il ait somatisé toutes ces douleurs-là et qu'elles se soient extériorisées comme ça. D'ailleurs, du jour au lendemain, entre guillemets, mais à partir du moment où ça s'est terminé avec elle... Terminé. T'avais plus de symptômes. Ouais. Du jour où elle m'a dit c'est terminé, où là, je me suis vraiment effondré, plus de migraine, plus d'erreur d'estomac, plus d'eczéma, plus rien. Eh oui. Quand j'ai vu des médecins qui m'ont suivi à cette période-là, parce que j'ai fait des hospitalisations, des machins... perte de poids trop violente, tu vois, j'étais à 7 kilos par mois quasiment à une période, voilà. Et ils m'ont dit, mais en fait, tous les symptômes que vous décrivez là, c'était votre corps qui vous envoyait des signaux. À partir du moment où vous êtes soulagé, voilà, forcément,
J'avais repris la cigarette en plus, entre-temps. Là, aujourd'hui, je fume plus, j'ai plus de traitement, j'ai plus d'antidépresseurs, j'ai plus de tout ça. Je suis libre. Je suis totalement libre. Et est-ce que tu as des regrets que ce soit pas arrivé plus tôt? Des regrets, ça sert à... Si ça s'était passé plus tôt, est-ce que j'aurais rencontré Joe? J'en sais rien. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc tu es heureux de la façon dont ça s'est amené à toi? Bah oui. Puis je suis surtout heureux d'avoir saisi une opportunité. Mais c'est bien. Enfin, au final, de se réveiller à 46 ans, c'est mieux que de se réveiller jamais. Bah oui. Et justement, si moi je peux faire gagner du temps, et si on peut faire gagner du temps aux gens avec ce qu'on est en train de créer là aujourd'hui, moi je pense qu'on a de l'expérience à revendre et on peut conseiller n'importe qui aujourd'hui. Parce que du coup, c'est ça que vous avez développé avec Joe, c'est aider l'autre. C'est pas frimer, ouais, moi je conduis des Maserati. En fait, on a créé Vision Invest. Déjà rien que le nom, Vision. Et Vision Invest, pourquoi? Parce que c'est notre vision et l'investissement, c'est déjà investir en soi. Avant même de commencer quoi que ce soit, concentre-toi, recentre-toi sur toi-même, prends conscience de tes capacités, de tes défauts aussi, recale-toi et après on t'accompagne. Donc toi, si tu trouves un jeune qui a envie de se lancer dans un truc, qui sait pas trop où il est et tout, tu fonces quoi. Toi, tu veux tendre la main, quoi. Bah oui. Moi aujourd'hui, nous on est en capacité de travailler depuis n'importe où. Nous on a juste besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur. Donc c'est une liberté totale. On n'est pas tenu par des horaires. C'est un boulot d'astreinte, c'est-à-dire que on a nos zones sur les graphiques, machin, on peut se mettre des alertes. Tu te mets une alerte, tu prends ton bouquin, tu te mets dans ton canapé, tu lis. Et quand ça sonne, tu cours. Non, tu cours pas, parce que l'alerte tu la mets en fonction justement à ne pas stresser, parce que c'est beaucoup de psychologie le trading. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà se recentrer sur soi-même pour pouvoir être efficace face au graphique. Là, votre but, c'est vendre une formation? C'est pas ça votre but? Non, notre but, en fait, tout ce qu'on va proposer à nos clients, c'est pas dans le but de faire de l'argent. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous, on a besoin de personne. Comme je t'ai dit, un ordinateur, une connexion Internet, on peut se mettre au fond d'une grotte, personne ne nous voit, on fait notre truc de notre côté, et puis... Et vous sortez assez d'argent pour vivre convenablement, quoi. Ouais. oui. Non, mais là-dessus, il y a pas de problème. Mais encore une fois, on veut partager notre expérience et notre savoir-faire. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui s'intéressent au trading, parce que c'est le truc à la mode. Tu vois, sur TikTok, tes machins, mais c'est que des trucs de scammers. C'est des mecs qui te vendent... ils sont pas traders. Ils sont Comment être millionnaire en 4 minutes? Voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est pas devenir millionnaire en 3 mois. On va te donner les outils pour éventuellement devenir millionnaire si tu en as envie. Mais ça dépendra que de ton envie, de ton implication dans l'apprentissage, dans ton implication dans la recherche de qui tu es, pour pouvoir être libre mentalement et psychologiquement quand tu es face au graphe. Donc en gros, tu vas me dire que tout le monde est capable de gagner de l'argent grâce au trading? Non, tout le monde n'est pas capable. Il y a des gens qui seront jamais faits pour le trading, en fait. Parce qu'il faut être ficelé. Ouais, c'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un vrai métier. C'est pour ça que quand on voit beaucoup de vidéos sur YouTube et tout, de mecs qui te parlent de trading et tout ça, tu te dis, ouais, quand tu sais ce que ça représente en termes de travail, de mindset et tout, c'est un truc de malade. Tu peux pas faire croire à n'importe qui peut devenir trader du jour au lendemain. Ça existe pas. Dans la vraie vie, ça existe pas. Ok, mais pour autant, tu peux trouver des gens qui ont l'envie de se lancer et qui auront les capacités parce que tu leur apportes les outils. Et ce qu'on propose, nous, on n'est pas les premiers à le faire et on sera pas les derniers. Mais du coup, est-ce que t'as pas une petite part où genre, moins tu partages tes connaissances et plus tu vas gagner de l'argent? Parce qu'au final, une fois que tout le monde est au courant, tout le monde va jouer sur les mêmes tickets que toi. Oui, mais plus il y a de gens qui jouent, plus le gâteau est gros. Donc au bout du compte, tu peux apprendre à n'importe qui à devenir trader, à faire de l'argent, c'est pas un problème. Il prend pas ta part de gâteau. Ok. Le gâteau est tellement gros qu'il y en a pour tout le monde. Et plus il y a de gens, plus le gâteau est gros. Et proportionnel au nombre de gens qui sont sur les marchés. Mais t'as pas besoin de connaissances particulières pour faire ça. Moi, demain, j'ai jamais touché à du trading de ma vie. Tu peux me former. Genre, je suis capable. En soi, on est tous capables. Oui. Alors après, psychologiquement, comme je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que tu es capable de pouvoir assumer le métier de trader? C'est pas est-ce que je suis capable d'apprendre. Tout le monde est capable d'apprendre. Mais est-ce que tu es capable de mettre en exécution ce que tu as appris? Ça, c'est autre chose. C'est vraiment une capacité qui est particulière. Donc, nous, on va déceler ça assez rapidement. Donc, évidemment, si demain, on rentre quelqu'un en formation, on va pas le rentrer parce qu'il a juste payé. Non, il va y avoir un entretien avant. Tu vas pas former
le premier pélo que tu croises dans la rue. Non, Quoi. parce que nous, déjà, c'est 5 personnes par an. Ah, ok. Ah oui, donc déjà, oui. T'es pas dans le chiffre, t'es pas dans le... Non, parce que nous, on va pas vous envoyer des PDF, on va pas... Non, nous, c'est une vraie formation, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que c'est l'apprentissage des bases, des rendez-vous et des entretiens en visio réguliers, toutes les semaines. Ah et oui. la personne qui rentre en formation chez nous, on lui dit pas, t'es chez nous pour 3 mois. C'est que tu rentres, tant que tu n'es pas rentable, tu restes avec nous. Ah, il y a un vrai suivi, un vrai investissement, quoi. Ben oui, c'est exactement comme ça, comme nous, on voit les choses, en fait. On va pas juste te dire, bah, au bout de 3 mois, t'as rien compris, bah, tant pis pour toi, salut. Ouais, mais On n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage. Ça change un peu de ce qu'on voit, effectivement, parce que du trading, on en entend parler sur Internet. Oui, mais nous, à la limite, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ce que font les autres, on s'en fout. Mais C'est notre vision. Ouais, c'est ça, mais c'est bien, c'est bien. Oui, parce que ton petit te plaît plus, tu veux trouver un truc à faire depuis chez toi pour gagner ta vie en 6 mois. Ouais. Les scammers et tout ça, on en voit, et puis nous, ça nous fait rire, sincèrement. Et forcément, nous, on va être traités de scammers aussi. Bah, bien Mais sûr. on s'en fout. Tu parles d'un sujet déjà qui porte un peu à polémique, entre guillemets. Ouais. Toi, tu peux nous prouver par A plus B que ça marche. Bah oui. Et le mec ici, qui connaît le trading, qui sait comment ça marche, il passe une journée avec nous sur les marchés. Il sera pas surpris. Bah si, il sera surpris des résultats qu'on est capable de faire. Oui, Mais il se dira tout de suite, bah oui, effectivement, j'ai un wagon de retard. Mais c'est pas grave, en fait, d'avoir un wagon de retard. En fait, rien n'est grave dans la vie. Si tu as envie d'évoluer, il faut pas être resté sur tes positions. Il faut pas te dire c'est pas possible. Lui, il fait de la merde, lui, il dit de la merde. Bah oui, il dit peut-être de la merde, mais va vérifier par toi-même. Et effectivement, si en ayant vérifié, tu te rends compte qu'il dit de la merde, tu passes à autre chose. Donc en fait, toi et Jonathan. Et on a un troisième associé. Ah, ok. On a un troisième associé, Thomas, qui lui, mais il nous suit quasiment depuis le début. Enfin, en fait, au moment où, c'est important que je revienne là-dessus, c'est au moment où je disais à Jo, mais qu'est-ce que je te donne en échange? Et que lui, il me disait, mais ta gueule. Clairement, il disait ta gueule. Il est hyper agréable, Joe, par contre, je l'ai pas encore rencontré. Ouais, mais ouais, il est hyper agréable. à base de ta gueule, c'est super. Une relation de qualité. Mais c'est génial d'avoir ce genre de relation avec les gens. Clairement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis comme ça. Donc, et un ta gueule, c'est pas péjoratif, c'est pas blessant, ça dépend qui t'as en face de toi. Mais donc, quand je me suis dit, bah ok, il attend rien financièrement de moi, et ben ça va être à moi de redonner. Et quand j'ai rencontré Thomas, je lui ai dit, ok, bah, viens avec nous. J'ai dit, Jo, t'es ok pour l'accompagner? Il m'a dit, bah, au début, il était pas très chaud. Il disait, il faut qu'on soit en soum-soum et tout, machin. Puis après, à force de le travailler au corps, elle a dit, allez, ok. Et puis aujourd'hui, Thomas, il est là quasiment depuis le début. Et il est toujours là, et il va nous suivre jusqu'au bout. Et non, mais franchement, c'est vraiment cool. Et c'est ce que tu essayes de faire, là, de rendre un peu à Joe ce qu'il t'a donné gratuitement, bah, en l'aidant lui aussi à se diversifier, à monter, à faire des vidéos. C'est toi qui apporte tout ça. Je vais, moi, me mettre en avant, parce que forcément, nous, on veut faire tourner notre société. Encore une fois, on n'a pas besoin de ça pour vivre. On fait pas ça pour gagner de l'argent. On fait ça pour proposer une solution. Proposer une solution, il faut déjà la proposer au public, il faut se mettre en avant. Lui, c'est pas son truc. Il y a pas de problème. Moi, la communication, ça me pose pas de problème. J'ai une formation de commercial. J'ai le contact facile avec les gens. Donc voilà, il y a pas de problème. C'est peut-être pour ça que ça a matché aussi bien, parce que c'était fait pour... Mais oui, on est un puzzle qui s'est bien assemblé et pour ça, c'est cool. Donc justement, là, les gens qui vont intégrer la formation en trading, par exemple, eh ben écoute, si tu mets 1 an ou 2 ans à être performant et à être rentable, à pouvoir te démerder tout seul, c'est pas un souci. N'aie pas honte de ça. Parce qu'à côté de toi, il y aura peut-être quelqu'un qui, lui, entre mois, va défoncer les marchés. Mais ne te compare pas. Encore une fois, c'est pas un concours de bits, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on va prendre que 5 personnes par an. Ok. Mais du coup, vous, c'est pas prendre quelqu'un, le former, le mettre sous cloche et il reste à vous. Toi, j'ai l'impression que votre vision du truc, c'est tu prends quelqu'un et tu le pousses. Oui, tu le pousses à s'élever, quoi. C'est ça. Mais c'est la meilleure c'est la plus belle des façons de partager, je trouve. On est au-dessus d'un pont, on propose un saut à l'élastique, on a sécurisé l'événement. Si toi, au bout d'un moment, tu as du mal à sauter dans le vide, on va te pousser. Mais on va pas te tuer. On va te faire vivre une expérience. Tu m'auras bien attaché avant. Eh oui, c'est ça, mais une fois que tu vas avoir le premier rebond, le deuxième rebond, tu vas dire, putain, c'est cool. Heureusement, je leur ai fait confiance, sinon j'aurais jamais vécu ça. Ben, c'est exactement ça. Bah, du coup, j'ai presque une question qui me vient, c'est on postule où, en fait? Donc là, on va rentrer dans la communication pure. Cette première vidéo, c'était vraiment pour imager mon parcours, pour montrer à tout le monde qu'il est possible de s'en sortir, que si on est sensible aux opportunités qui nous entourent, on peut y arriver. Donc là, dans la partie communication, il va y avoir une vidéo qui va se tourner avec Jonathan, justement,
Où là, je vais reprendre ma place de Intervieweur. présentateur. Voilà, parce que la chaîne, c'est moi qui vais l'amener. L'avantage, c'est que si vous aimez pas ma tête, vous allez pas me voir très souvent. Non, franchement, t'assures et je te remercie. Bah, avec plaisir. Vraiment, c'est vraiment top. Là, j'ai fait des sacrifices, moi, dans ma vie, et je vais en faire, là encore, dans les mois et les semaines, même qui arrivent. Au départ, je me dis, tu vas gagner de l'argent, c'est cool, tu vas pouvoir changer de voiture. Mais aujourd'hui, ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller claquer 20, 30, 40, 50 000 balles dans une bagnole. T'as plus important à gérer, quoi. Mais non, mais laisse-moi ces 50 000 euros, tu vas voir ce que je vais en faire en un mois, en fait. C'est un truc de ouf. Ah ouais, mais ton but, du coup, au final de tout ça, là, quand t'auras fait suffisamment d'argent pour... c'est quoi ton objectif? C'est mes enfants. Ok, c'est investir pour eux. Mais moi, je fais que ça y est, je suis parti à la guerre, là. C'est pour eux que tu fais tout Mais ça. oui, d'un point de vue personnel, ça choque mon entourage quand je dis ça, mais j'ai vécu. J'ai déjà tout vécu. J'ai eu la chance de tomber 2 fois amoureux, d'avoir de belles histoires. Il y a des gens qui traversent la vie sans être amoureux ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, je me dis que ça y est, je l'ai vécu. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie, je m'en porte pas plus mal. Il y a eu une période où j'en avais besoin au lieu d'en avoir envie. Aujourd'hui, j'en ai encore envie, mais j'en ai plus besoin. Donc, si demain, ça vient me retomber dessus, c'est cool. Donc Mais, aujourd'hui, t'es concentré sur toi-même. ah oui, c'est focus sur moi-même, qui est ce qui va me permettre de redistribuer à mes enfants. Et si toutes ces périodes où t'étais dans le doute, où t'étais dans pas les meilleures phases de ta vie, t'aurais pu te conseiller, toi, le Cyril de 46 ans, tu te serais dit quoi? Tout simplement, écoute-toi, ouvre les yeux. Tu t'es pas assez écouté? Non, parce que je me connaissais pas, que j'étais pas en capacité de m'écouter. Quand quelqu'un de votre entourage vous dit « je sens que ça va pas bien en ce moment », dites-vous que c'est une chance. Si quelqu'un vous fait remarquer que vous allez pas bien, ne prenez pas ça comme une critique, à dire « ouais, mais c'est bon, tu t'es regardé, toi, machin ». Parce que souvent, c'est ça, la protection, c'est comme ça qu'on réagit. Non, écoute cette personne-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as des gens qui t'ont dit que t'avais changé? Ouais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'arrogant. Des prétentieux. Ouais. C'est pas grave. Si, en fait, tu me trouves arrogant ou prétentieux, c'est que, on n'a rien à faire ensemble, en fait. Parce que là, tu t'es trouvé, toi. T'es sûr Ouais. de qui t'es maintenant. Ouais. Et puis moi, je mène ma vie, quoi, maintenant. Tu sais, je vais pas attendre le retour des gens. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à ce que les gens pouvaient penser de moi, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Ça, c'est beau aussi, c'est la carapace qui s'en va un peu avec l'âge et tout, genre... Aujourd'hui, j'arrive à pleurer, chose que regard de j'arrivais l'autre, pas à ouais. faire avant. Et je peux le faire devant des caméras. En fait, c'est pas un jeu que je joue, c'est moi. Je suis quelqu'un de sensible. Ok, effectivement, il y a des gens, ils vont pas accrocher, ils vont pas... C'est pas un problème, c'est pas grave. C'est qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai passé ma vie avec des gens qui étaient pas en phase avec moi. Et moi, j'étais pas en phase déjà avec moi-même. Ouais. Donc forcément, les gens qui ont partagé ma vie, c'était pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, je peux te paraître arrogant pour certaines personnes, mais je reste persuadé que je vais rencontrer des gens qui ont le même mindset, la même vision des choses, et que forcément, un jour ou l'autre, je vais rencontrer une personne qui va me retourner le cerveau. Oui, mais c'est pas demain, c'est pas après-demain, et si c'est jamais, c'est pas grave. Moi, je suis bien avec ça. Et maintenant que t'es entier, si on peut dire... Pas tout à fait entier. Il en manque encore. Ceux mais qui savent. Un morceau que tu ne retrouveras pas, par contre. Non. Mais du coup, tu dirais que la bataille, elle était difficile? Bah oui, comme toutes les batailles. Mais à la fin, je suis persuadé de gagner la guerre. Elle valait la peine, quoi. Mais grave. Oui, aujourd'hui, je suis... Tu regrettes rien? Non, je suis épanoui. Là, je peux pas parler de tout ce qui est en train de se mettre en place, mais sincèrement, il y a ne serait-ce qu'un mois. Si on m'avait dit, dans 3 semaines, tu vas faire ça, j'aurais dit, oui, éventuellement, oui. Non, mais là, tout s'enchaîne. Et tout s'imbrique de façon tellement simple. Donc, il y a 2 ans, tu te serais jamais vu assis dans un canapé en train de raconter ta vie? Mais non. On m'avait dit, il y a 2 ans en arrière, tu vas devoir assumer ça. Je pense que là, j'aurais paniqué. Ouais, t'aurais perdu pied avant, quoi. Là, j'ai traversé les choses de façon fluide. Et aujourd'hui, il en ressort que du positif, en fait. Et ce que je vais être en capacité d'offrir à mes enfants, je pourrais mourir tranquille demain. T'es soutenu? T'es soutenu par tes enfants, ton entourage, ta mère? Ma fille s'intéresse à ce que je fais. Et j'ai espoir, alors après elle fera ce qu'elle veut, hein. J'ai espoir qu'elle suive le chemin. Et un jour, elle me dise, moi aussi, je veux apprendre. La maman de mes enfants me soutient aussi. C'est pas toujours simple, parce que je prends des décisions qui sont radicales. Notamment sur l'avenir. Ouais. Mais je pense que si on n'avait pas entretenu ce lien avec intelligence, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a refait sa vie, elle est mariée, et je les adore en fait. Cette famille, ce cocon-là, je l'adore. Ah, c'est beau. Et d'autant plus que je sais que mes enfants, ils sont en sécurité. Donc moi, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de tout ça. Forcément, ça fait mal quand tu prends du recul. Tu te dis, peut-être que c'était ma place, que quelqu'un d'autre a pris. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, c'était pas ma place. C'était pas ta place. Comme là, aujourd'hui... avec mon ex, aujourd'hui, elle vit d'autres choses. Je pourrais avoir de la rancœur, mais non, c'était pas ma place. T'as plus ta place aujourd'hui en tant que ce que t'es,
plutôt qu'en tant que mari ou... Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, si je repense à ma relation passée, là, comme je te dis, ça a laissé des cicatrices. Je veux pas dire que ça a pas fait mal, hein. C'est quand tu perds quelqu'un que t'aimes, forcément, ça fait mal. Mais si je dois me mettre à la place de son compagnon aujourd'hui, je serai en panique totale. C'est là que je serai en panique totale. Parce qu'ils ont la vie de monsieur et madame tout le monde. Tout ce que je ne veux plus, moi, aujourd'hui. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Demain, je te dis, je te remets dans la vie lambda. Non, c'est mort. Tu veux pas y retourner? Non, j'ai rencontré des femmes, là. Je vais pas te cacher, mais je les mets dehors. Parce que ça correspond pas du tout à ce que t'es, quoi. Ben non. Moi, elles me le disent, mais Cyril, toi, c'est noir ou blanc. T'as limite des troubles autistiques. Ah ouais, mais je pourrais me vexer. Mais non, mais ça me va, en fait. Si tu trouves que c'est noir ou blanc, que j'ai des troubles autistiques, c'est que ça colle pas entre nous, bah vas-y, c'est bon. Là, au moins, t'es le vrai toi et tu te mens pas, quoi. Bah, toi-même, déjà. Un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un, elle est venue à la maison, ça faisait un moment qu'on se voyait et tout. Elle a zappé, elle m'a mis Hanouna à la télé. J'ai dit non, lui, il rentre pas chez moi, en fait. Ouais, mais moi, j'apprends des choses, regarde. J'ai dit, écoute, si toi, déjà, tu mets ça et qu'en plus, tu me dis que t'apprends des choses avec lui, je lui ai dit, écoute, bonne soirée. Ouais. Je l'ai mise dehors, quoi. Ah ouais? C'est radical, mais je suis bien avec ça. Y a pas de souci. Bah, au moins, t'es en paix avec toi-même et les décisions que tu prends. Et puis, je sais très bien que je me mets pas dans un bourbier, quoi. Maintenant, les red flags, ils me sautent à la gueule. Ouais. Et un red flag, c'est mort. Next. TPMP, red flag. Bah, ça, et puis plein de choses. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu sais, il y a une vidéo qui tourne en ce moment. Ça t'apporte rien, ça dégage, ça te tire vers le bas, ça dégage. Mais c'est exactement ça, ma vie aujourd'hui. Alors, je ferai des concessions encore et toujours pour les gens que j'aime, qui me soutiennent et qui le méritent. Mais pour le commun des mortels, il n'y aura aucune concession. J'ai pas le temps. Clairement. Si on part un peu spirituel, toi, ton avis sur ton meilleur pote, ton père, ils sont là tous les jours. Ils sont tout le temps là? Ils sont fiers? Ouais. Et le relais, aujourd'hui, c'est ma maman. Elle a 70 ans. Je suis très proche. J'ai toujours été proche de mes parents. Je suis forcément très proche de ma maman. Et c'est une personne qui est exceptionnelle. Elle a toujours été là pour mon père. Elle est toujours là pour moi. Et elle pose pas de questions. Elle ne projette pas sur moi ses peurs, ses craintes. Elle me laisse vivre le truc. Elle a confiance en moi. Et si mes parents sont restés mariés 50 ans, c'est justement pour ça. C'est ça le vrai amour. C'est le soutien de l'autre. C'est, ok, il y a quelque chose qui va pas. Viens, on s'assoit, on en parle. Moi, je l'ai jamais vécu, ça. La relation saine par excellence, quoi. Ça va pas, va te faire soigner. T'espères un jour rencontrer quelqu'un avec qui tu vives ça? Ou c'est plus du tout dans tes objectifs de vie? J'espère, de ce côté-là, franchement, j'espère plus rien. Ouais, t'as pas d'attente. Non, j'aurais envie de te dire un truc là aujourd'hui, mais je sais pas si ça passera en vidéo. Je vais le dire et on coupera s'il faut. Ouais. Mais j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi dans ma vie, dans mon lit, dans mon machin. J'irai chercher une michto, en fait. Où la meuf, elle me dit, bah écoute Cyril, aujourd'hui t'as de l'argent, t'es beau gosse, bah vas-y. Bah moi je sais pourquoi elle est là, en fait. Oui, y a pas de... Ouais, t'as pas de doute là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait confiance à quelqu'un qui a mis beaucoup de formes, beaucoup de beaux papiers cadeaux autour de sa personne. Et en fait, le carton était vide, c'est limite, il y avait un cadavre dedans, en fait. Donc ouais, je veux pas dire que j'ai plus confiance, mais là, de ce côté-là, j'y crois plus forcément. Mais bien sûr que demain, ça peut arriver. Et au fond de moi, je l'espère, mais si ça arrive pas, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, je suis sur un cheminement où on crée, on développe, et je laisse du patrimoine à mes enfants. Donc forcément, le plus important, il est là aujourd'hui. Pour moi, ma quête, elle est là. C'est beau, hein? Donc c'est pour ça on crée tout ça et on veut partager ça et on veut aider les gens à se sortir, qui ne pensent pas, qui ne croient pas tout ce qu'ils entendent à la télé. Ça, c'est pareil, c'est une phrase qui paraît tellement bateau. Mais si tu écoutes tout ce qu'on te dit, tu fais jamais rien. Même ton entourage, sans te s'en rendre compte, il te tire vers le bas, en fait. Tu sais, quand il y a des gens autour de toi qui te disent « Mais Cyril, on croit en toi ». Et puis que tu publies une vidéo ou un truc, quelque chose, il n'y a pas un j'aime, il n'y a pas un partage, il n'y a pas tout ça. Mais en fait, tu dis, tu crois pas en moi, tu me pousses pas, tu me donnes pas de force. Ouais, je vois. Aujourd'hui, j'arrive à avoir de la force et du soutien de gens qui sont très éloignés de moi, mais qui s'intéressent à ce que je fais. Tu veux être dans des relations d'aide, de soutien, ce vers quoi tu tends au final? Ce que j'ai appris pendant les 4 ans où j'étais au collège. Le lien que j'ai créé avec les élèves, que je croise encore aujourd'hui. Tu vois, samedi, j'ai eu un truc à faire sur ma voiture. Je suis allé vers un ancien élève du collège qui est dans la mécanique aujourd'hui, machin. Trop bien. J'ai créé des liens avec les gamins et ils m'ont appris beaucoup sur moi-même et c'est le partage sincère. Parce que quand t'as des gamins entre, on va dire, 11 et 15 ans, eux aussi, c'est noir ou blanc. Être dans le gris, c'est perdre son temps. C'est écouter un truc à droite, un truc à gauche et finalement, tu trouves pas ton chemin. Parce que t'es tiraillé de tous les côtés. Toi, tu me dirais que c'est quoi ton prochain challenge là? C'est quoi que t'as en ligne de mire? Déjà concrétiser. Ah putain, la Jo va me défoncer. J'ai dit concrétiser. Ça, il faut pas le couper. Par contre, il va rigoler. Réussir ce pour quoi on travaille, qu'on s'est arraché là depuis plus d'1 an.
alors ça y est, c'est lancé le truc, tout va bien. Mais et puis de pouvoir justement arriver à faire ce pourquoi on se donne du mal, tu vois. Et puis de saisir toutes les opportunités encore qui s'offrent à nous, parce qu'on en a tous les jours. Ouais. Et c'est génial. Et tout ça dans une certaine intimité, du coup, si j'ai compris, même si là, vous allez vous exposer sur les réseaux, votre but, c'est pas de... On va pas être dans l'extravagance. Forcément, il y a des moments où on sera dans des lieux un peu, on va dire, qui font rêver. Si on est amené à faire des vidéos dans ces endroits-là, ce sera pas pour mettre plein la vue. C'est juste pour... ce qu'on veut faire vivre, c'est notre aventure, on veut la faire vivre comme si c'était une série Netflix, en fait. Donc si demain on vient à voyager, qu'on vient à bouger, machin, ça va être documenté. Mais c'est juste, encore une fois, pour montrer aux gens que c'est possible. Et regardez d'où je pars, d'où on part. Et dans un an, quand les gens se diront, ils regarderont cette vidéo, puis qu'entre-temps, ils verront l'évolution, ils diront, mais ils ont pas vendu du rêve. Et à la limite, si tu me dis aujourd'hui, je suis un vendeur de rêve, ça me fait plaisir. Ils auront vu le Cyril d'il y a 5 ans, là. Vous voyez la petite photo qu'on a vue tout à l'heure? Ouais. Qui était pas au top de sa forme, avec le nouveau Cyril c'est ça. Qui s'est repris en main. C'est ça. Donc forcément, voilà, là aujourd'hui, non, tout va bien et voilà, aller au bout et aller encore plus haut. Là, c'est zéro limite. Pour toi, il n'y a pas de limite pour se lancer dans des projets? Non, aucune. Tu fonces tête baissée. Puis même dans ton projet, tu t'es fixé des objectifs, mais tu n'imagines pas à quel point tu peux les élever tous les jours. C'est un beau message d'espoir. Enfin, en gros, on est tous capables de, si on s'en donne les moyens, réussir. Regarde, dans le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est beau, hein. C'est un exemple. Et nous, sur cette chaîne de YouTube, on va mettre en avant tous ces entrepreneurs-là, les gens qui se sortent à un moment ou un autre les doigts du cul, puis qui vont au bout de leurs envies et puis qui réussissent. Il n'y a pas de hasard, en fait. Donc ces gens-là, on va les mettre en avant. Et quand on dit que la Bourgogne, Chalon-sur-Saône, c'est mort, on va vous prouver qu'ici, c'est pas le cas. Il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui vivent leurs rêves. Et voilà, c'est tout. Il y a de l'avenir pour les rêveurs, quoi. Ouais, et puis à la limite, on arrête avec le mot rêve, objectif. Remplacer le mot rêve par objectif. Il y a de l'avenir pour les déterminés. Mais oui, et en fait, si tu ne fais que ça, de remplacer le mot rêve par objectif, eh ben ça va déjà, ça te met un coup de pied au cul. Parce que rêver, ça laisse sous-entendre que tu te mets dans ton canapé et puis que tu rêvasses. Et t'attends que ça se passe. Et quand tu as un objectif, tu te lèves pour atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Vous avez déjà formé des personnes avec Vision Invest? Oui, on a deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Ok, avec qui ça se passe bien et... Ouais, c'est aujourd'hui, ça va bientôt faire 3 mois qu'ils sont avec nous. Là, en termes de compétences, c'est hallucinant. Même eux, ils hallucinent. Et on a eu un call la semaine dernière, tous ensemble, où ils montraient leurs performances et ils expliquaient leurs ressentis. Je les ai félicités. J'en ai même pleuré tellement je suis fier de ça, en fait. Je me nourris de la réussite des autres, en fait. Ouais, parce que tu te rends compte qu'à travers toi aussi, ces gens-là, ils ont réussi à monter à... Mais donner, c'est ce qui devrait être l'essence même de la nature humaine, en fait. C'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Bah ouais. Moi, gagner de l'argent tout seul dans mon coin, ça m'intéresse pas. Tu t'es plus retrouvé en donnant qu'en gagnant. Mais oui, parce qu'on a tellement pris que j'ai envie de donner. Je pourrais avoir envie de tout garder pour moi et dire « Ah non, moi, on m'a tout pris. » Me venger, mais non. Venger, c'est vivre dans la rancœur. Moi, j'en veux à personne. Ça y est, les pages, elles sont tournées, quoi. T'es épanoui, t'es serein avec toi-même vis-à-vis de toutes les expériences que t'as vécues. Ouais. Les accidents, les pertes. C'est des cicatrices, elles sont là. Mais t'es en paix avec ça. J'ai passé quasiment 5 ans de ma vie à pas pouvoir me regarder dans un miroir. Tellement j'avais honte de moi. Ah Aussi ouais. bien psychologiquement que physiquement. Et aujourd'hui, je suis fier. Je me traballe torse nu partout. J'ai jamais été torse nu sur une plage, par exemple. Et aujourd'hui... tu vois, j'ai voyagé, tu te kiffes, quoi. Mais je suis bien avec moi-même. C'est bien. Pas... Et je regarde mes cicatrices avec fierté. J'ai une dernière question, si t'es OK pour conclure. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'emmènerais avec toi si tu devais partir sur une île déserte? Le seul objet. Je pense que j'emmènerais une photo qui réunit tous ceux que j'aime. Tu te rattaches souvent à tes souvenirs? C'est pas mes souvenirs, c'est ma source de motivation. Si demain, tu me mets sur une île déserte et que j'ai la photo de mes proches avec moi, eh ben, c'est ce qui va me motiver à construire une cabane et à aller chasser pour pas mourir, pour les revoir un jour, en fait. Ouais, ils sont l'essence même, quoi. Ben oui. T'es fait d'eux. Ben oui, et puis bien sûr, heureusement que je suis fait d'eux. Je veux dire, moi, je serais rien sans mon entourage aujourd'hui. Rien. Comme je serais rien sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Donc même si des gens m'ont blessé, m'ont fait du mal, m'ont marché dessus... Ils ont fait partie du chemin, quoi. Mais oui, c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc je leur en veux pas, j'ai pardonné tout ça. J'ai fait de la merde, bien sûr j'ai fait de la merde. J'ai dit de la merde, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, mais je l'accepte ça. Je sais que je recommencerai plus les mêmes erreurs.
Du coup, qu'est-ce que tu espères de cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers ça? Un message d'espoir. Je suis pas là pour délivrer une solution miracle au malaise de tout le monde, mais je veux vraiment j'espère que les gens vont prendre le message tel que j'ai envie qu'il soit délivré. Et si vous avez envie de vous en sortir, il existe des solutions et nous, on a une solution. C'est pas la solution miracle, mais on a une solution. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître à travers ton parcours parce que les difficultés que tu as vécues, c'est des choses auxquelles on est confrontés tous, autant qu'on est. C'est pour ça que j'ai mis ma pudeur de côté, justement, pour pouvoir parler de tout ça et de se dire, vous n'êtes pas tout seul dans la galère, quoi. Et je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont regarder ma vidéo, ils vont rigoler parce qu'ils vont se dire, mais garçon, t'as rien vécu. Parce qu'ils ont vécu pire que moi. Ouais, mais du coup, justement, c'est aussi pour dire, on peut se relever de tout, quoi. Voilà, exactement. Mais si justement, il y a des gens qui ont vécu pire et qui s'en sont sortis et qui se reconnaissent là-dedans, qui viennent témoigner de ça sur la chaîne. La chaîne, elle est ouverte à tout le monde, là, en fait. Toi, t'es à l'écoute de toutes les histoires. Le partage de connaissances, de savoir, d'expérience, moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, en fait. Tout simplement. T'es une super personne, je suis très contente de t'avoir rencontré. C'est gentil, merci. Et merci de m'avoir donné ton temps. Non, merci à toi parce que tu te retrouves là un peu parachuté. Le hasard, il n'existe pas, t'as dit. Mais exactement, le hasard n'existe pas. Et quand sur le ressenti que j'ai de cette vidéo, la façon de t'amener les choses, franchement, merci, t'as assuré. Avec plaisir. Il y a juste une chose que je voudrais préciser, c'est que voilà, on va mettre en lien tous nos réseaux et tous les contacts. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est pas grave. Si vous avez envie de me donner de la force, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, c'est le moment de faire comme tout le monde, je vais dire, c'est de liker, partager et de nous donner de la force. Si mon aide, vous en avez rien à faire, peut-être que ça peut aider quelqu'un qui est à côté de vous, qui partage votre vie, un proche, ou voilà, donc... Liker, commenter, partager, ça demande rien.